Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau live sur la chaîne Twitch Your Founder France. C'est Pierre qui vous parle, je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau live, le dernier épisode avant la reprise de la saison. On a hâte, on a vraiment hâte. Cette fois je suis avec Constant en live, il est de retour sur Twitch. Comment ça va Constant? Ça va, ça fait longtemps qu'on m'a pas vu sur Twitch. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes bien reposés parce que c'est le dernier dimanche où il n'y aura pas de NBA avant très longtemps, au moins mi-avril pour le Thunder, on espère plus loin. Il y aura un petit truc en décembre là qui sera soi-disant du basket, un week-end, ça s'appelle le In-Season Tournament, mais on sait tous ce que ça va donner. Mais non, mais très heureux de vous retrouver après ce premier podcast preview, cette première partie. Ça y est, la saison NBA reprend et c'est très très bien et ça nous fait très plaisir parce que ça va nous donner un peu de baume au cœur avec ce qui se passe actuellement. Ouais. Ouais, Steven Adams qui vient d'être annoncé fin de saison, ça nous rend Oui. toujours triste, ça nous rend toujours triste. Euh, Déjà, les joueurs qui se pètent pour ouais, toute la saison, ça rend triste, mais encore quand c'est plus quand Steven c'est Adams, Steven ouais, Adams. carrément. Mais sinon, côté Thunder, pas mal de hype. La pré-saison est terminée maintenant. On avait pu voir pas mal de choses. On commence jeudi contre les Bulls. Ça va arriver Mhm. très vite. La semaine dernière, j'espère que vous l'avez écouté. Sinon, on vous conseille de le faire. On a fait notre preview d'un aspect plutôt collectif avec Constant et Tom. On a parlé beaucoup pendant presque 2 heures de l'aspect tout collectif, tout en donnant aussi nos 5 majeurs, etc., nos line-up. Aujourd'hui, preview individuelle, on vous livre chacun nos attentes pour presque tous les joueurs du roster, on verra jusqu'où on va peut-être pas tous faire les 15 non plus, mais on verra au moins faire 12 je pense. Donc voilà, n'hésitez pas vous aussi dans le chat à dire ce que vous en pensez, ce que vous attendez des joueurs, si vous êtes chaud sur eux ou pas. Mais on va faire le tour un petit peu de tout ça, et il y a vraiment pas mal de joueurs à aborder, pas mal de choses à aborder, donc on va pas perdre beaucoup de temps. On va enchaîner Non. directement. Comme d'habitude, j'ai envie de dire Constant commence presque toujours par le même. On pourrait le mettre à la fin pour que les gens restent, mais bon. Bien Mais, sûr, mais bien on sûr. commence toujours par le On devrait même. faire dans l'ordre C'est ça, décroissant. c'est ça. On va commencer par Shea, bien entendu, vous l'avez compris. Saison dernière, monstrueuse. Qu'est-ce que tu attends de Shea, toi, l'année prochaine, Constant? La question, elle est simple. Est-ce qu'on en attend encore plus que l'année dernière? Moi, j'ai mis deux axes sur lesquels j'attends chez. J'ai toujours pris deux axes pour chaque joueur d'attente individuelle. Le premier, qui est un point qu'on n'a quasiment pas vu l'an dernier, c'est plus de catch and shoot à 3 points. Je trouve que c'est quelque chose que Shea, il a joué deux matchs de pré-saison, deux ou un, j'ai déjà oublié, mais il en Deux, a je joué crois, deux, ouais, je ouais, crois. deux. Il y en a un où il prend 4 ou 5 tirs en catch and shoot à 3 points. Je me suis dit, tiens, c'est nouveau, j'ai jamais vu ça l'an dernier, je trouve ça intéressant. On va pas trop se fier à ce qui a été présenté lors de la pré-saison, mais d'après ce qu'on peut voir sur les échantillons, le Thunder a l'air de jouer très collectif, encore plus collectif que l'an dernier, avec beaucoup de jeux de passe, beaucoup de mouvements. Et chez Gideus Alexander, pour rendre son jeu offensif encore plus létal, je ne lui demande pas vraiment du pull-up à 3 points, parce que là, je pense qu'on est sur du domaine assez compliqué. Il y aura quelques step back, mais je ne lui demande pas d'être un shooter en pull-up à 3 points à gros échantillons et à grosse efficacité. Mais je trouve que le catch and shoot à 3 points, c'est quelque chose sur lequel il peut progresser. Et c'est quelque chose qui peut faire plus d'ailleurs, parce qu'au-delà de progrès, c'est déjà les prendre. Et vu le mouvement collectif du Thunder, le fait qu'il y aura plus de ball handlers, plus de porteurs de balles que ce qu'il y avait l'an dernier, je trouve que c'est un domaine dans lequel tu peux le voir, où il peut être plutôt efficace, et ça peut encore solidifier son jeu offensif et le rendre encore plus fort. Donc pour moi, la première attente individuelle, au-delà évidemment de conserver le niveau qu'il avait l'an dernier, peut-être à des degrés moindres, mais en termes d'efficacité, c'est potentiellement plus de catch and shoot à 3 points, une plus grosse utilisation dans ce jeu-là. Ouais, et ben tu l'as bien dit parce qu'on l'a vu un petit peu en pré-saison et ça m'a un peu marqué d'ailleurs parce que j'avais l'impression qu'il hésitait à en prendre certains et il était tellement pas habitué à le faire. Mais ouais, il y avait pas mal de situations où il était utilisé en catch and shoot, où il avait des situations comme ça. Il y a une situation que je voulais partager sur Twitter si jamais j'avais réussi à la télécharger, c'est avec le site NBA, où il utilisait en tant que poseur d'écran avec J-Dub et c'est Chet qui se retrouve tout seul, mais lui aussi était tout seul. Enfin, ouais, il a eu ces tirs-là. Pour l'instant, il n'a pas été spécialement adroit en plus sur ces tirs-là. Il a un peu hésité. Il y a une action qui me revient où il hésite à faire la passe. Enfin voilà, il prend du temps à prendre ce tir-là. Mais effectivement, ça peut être quelque chose qu'on peut surveiller avec, tu l'as dit, la multiplication des ball handlers. Et ça va un petit peu avec moi, un point que j'avais mis aussi, et on en a parlé pas mal la semaine dernière, c'est plus de partage de responsabilités pour lui, plus d'aide pour lui. Et on sent que là, sur la pré-saison, Didi, J-Dub, ça y est, on a pleinement confiance en eux. On leur donne la balle. J-Dub a eu beaucoup la balle, là, notamment lors du dernier match, là, où Shea n'était pas là, mais où il a eu beaucoup la balle. Didi, on le sait. T'as Misic qui a énormément la balle quand il est sur le terrain, on en reparlera aussi dans l'épisode.
Donc ouais, je pense qu'il y a moyen de un peu mieux l'entourer, un peu d'utiliser différemment, pas uniquement avec la balle en main, mais peut-être avec des situations où il est vraiment uniquement finisseur, il ne doit pas se créer son propre tir. Donc non, là je suis complètement d'accord avec toi et ça rejoint un point que j'avais là du partage un petit peu. Et après, ben, j'ai le même point que toi et je pense que globalement tout le monde l'a celui-là, ben, c'est de conserver son niveau de l'année dernière. Euh, le meilleur presque, on peut débattre que c'était presque le meilleur arrière sur la saison dernière. Ben, vu les votes pour les Home Billet Team, c'était le cas. Niveau monstrueux, niveau border MVP, hein, honnêtement, si OKC gagnait les matchs, il était dans la conversation MVP vu le niveau qu'il a affiché. Donc on peut attendre uniquement ça pour Shea, hein, de la même efficacité en tout cas, c'est peut-être ça qu'on va regarder. Peut-être qu'il y aura un petit peu moins de quantité, mais on espère au moins la même efficacité. Ouais, je suis d'accord, pas grand-chose à ajouter. Ça va être difficile quand même de le voir à 31 points de Mm. moyenne, 31,5 même, comme ce qu'il avait pu être l'an dernier. Je pense que ces stats vont baisser, mais pour le bien de l'effectif aussi, hein, parce que ça veut dire, je pense, si ces stats baissent, que d'autres auront pris un peu le pas sur le scoring et que le Thunder sera une meilleure équipe. Ça rejoint un petit peu mon deuxième point. On a un peu parlé sur le fait que on faisait confiance à J-Dub, on faisait confiance à Giddey. Pour moi, c'est faire confiance, faire plus confiance à ses coéquipiers et par extension de meilleures lectures sur les double teams, donc sur les prises à deux, sur les blitz, sur les trappes, comme ce qu'il a pu montrer durant la Coupe du Monde. On en avait parlé quand on avait fait le podcast Coupe du Monde, où j'avais trouvé très intéressant ce qu'il avait pu montrer au playmaking. Là, je pense que ce que je vais surveiller cette année, c'est est-ce qu'il va être capable de faire confiance à ses coéquipiers, parce qu'il y a des situations où Shea est encore trappé et où il fait pas forcément la passe, où ça dépend du coéquipier. J'ai souvenir d'une situation, encore une fois pré-saison, où il se retrouve doublé. Il y a Lindy Waters qui est ouvert pendant 5 ou 6 secondes à 3 points. Il préfère prendre un tir compliqué plutôt que faire la passe. Alors ça peut être aussi une notion de playmaking et de vision de jeu, hein. Peut-être que Shea n'a pas le playmaking et la vision de jeu la plus élevée pour son poste ou même pour n'importe quel guard de la NBA, mais ouais, vraiment pour moi, c'est faire plus confiance à ses coéquipiers, quitte à être un poil plus playmaker au terme de quantité, pas vraiment de création, mais ce côté où si jamais tu te retrouves doublé et que tu as un coéquipier d'ouvert, faut que tu fasses confiance à ce coéquipier pour finir. Peut-être plus playmaker, ouais, effectivement, on l'avait relevé pour la FIBA, il avait montré des très bons flashs, presque plus qu'en saison NBA, donc peut-être quelque chose qu'on va regarder, et comme tu l'as dit, tu as vraiment cette intention de jouer collectif, en tout cas c'est ce qu'on a ressenti avec le 5 majeur, en tout cas, où tu sens que les 5 savent que les 5 joueurs sont compétents à peu près, qu'ils peuvent se faire confiance et tout, donc c'est assez intéressant. Donc ouais, je suis d'accord avec toi. Et petit point aussi à surveiller, et ça c'est le point à suivre pour moi sur la saison qui pourra changer beaucoup de choses. On en a parlé aussi un petit peu la semaine dernière, mais les gens, si vous voulez aller checker les stats au cours de la saison, c'est peut-être ça qu'il faut regarder, c'est le clutch. Comment il va réagir dans le clutch, quels seront ses pourcentages, est-ce que OKC va être efficace dans le clutch comme on l'a dit la semaine dernière, est-ce que les matchs qu'on perdait l'année dernière, qui nous avaient un petit peu pénalisé, cette année on va être à plus de 50% de victoire dans le clutch, archi important, et bien sûr lui, de par son statut et le rôle qu'il a dans l'effectif, forcément on va regarder comment il agit dans ces situations-là qui risquent d'arriver très souvent, je pense. J'ai tendance à dire qu'on va avoir beaucoup de matchs serrés cette année, encore une fois, pour le Thunder, vu la densité à l'ouest notamment. C'est très lié aussi avec cette notion justement de faire la passe au coéquipier. C'est-à-dire que Shea dans le clutch n'était pas bon l'an dernier, mais il faut voir aussi que les tirs qui étaient sélectionnés, il y avait des jumpers sur deux joueurs, enfin c'était très difficile. C'était la seule menace offensive du Thunder l'an dernier. Donc justement, s'il a la capacité de faire la passe au bon moment et d'avoir la bonne lecture, maintenant qu'il a des joueurs offensivement qui ont l'air d'être meilleurs, peut-être que ça peut écarter un petit peu le terrain, obliger les défenses à pas forcément systématiquement doubler ou venir trapécher, et du coup lui avoir plus, enfin, le faire bénéficier de plus de situations de 1 contre 1 où là il peut potentiellement être meilleur à avoir des pourcentages de réussite plus Mhm, importants. mhm. Constant, pour chaque joueur, je vais te proposer deux scénarios. Il y a le scénario parfait, il y a le scénario catastrophe. Bon, bien sûr, on va souhaiter le scénario parfait pour tous les joueurs. Je sais, c'est pas forcément le plus intéressant, mais tu vas me dire à chaque fois lequel est le plus probable pour toi d'arriver. Pour Shea, bon, assez classique. Scénario parfait, il fait à peu près la même saison que l'année dernière, sauf qu'il est clutch. Le Thunder monte dans le classement et donc il est véritablement candidat MVP. On parle de lui vraiment dans les conversations où il a des votes, etc. Scénario catastrophe pour Shea, perte d'efficacité. On voit qu'il n'a pas progressé spécialement. Bah, justement, dans ce que tu discutais, j'avais mis difficulté face aux trappes. Et bah, effectivement, c'est ce qu'on avait dit qu'on allait regarder. Tu vois qu'il peine un petit peu plus, il marque un petit peu le pas, peut-être avec un peu de fatigue de la FIBA. Et tu vois que le Thunder aussi. Et au final, on n'a pas cette petite progression dans le classement et en termes d'équipe. Qu'est-ce qui pour toi peut arriver, Constant?
C'est dur, hein, parce qu'il y a des notions de résultats collectifs qui Ouais, vont dans ton scénario. Donc, non, pour moi, il sera moins productif que l'an dernier, mais tout aussi efficace. En fait, le scénario catastrophe, c'est chez d'il y a 2 ans, quoi. C'est perte d'efficacité. Il se remet à reprendre des 3 points. Faut surveiller le jumper quand même, hein, parce que le jumper l'an dernier était pas mal efficient, notamment à mi-distance. Et c'est pas la réussite sur les jumpers n'est pas fixe d'année en année. Donc ça peut aussi baisser dans ce domaine-là. Donc il faut surveiller. Ouais. Non, pour moi, il sera peut-être pas à 31 points de moyenne, il sera 27, peut-être 28 en fonction des résultats collectifs. Il sera aux alentours, peut-être pas 51, il sera peut-être à 48, 49. S'il prend un peu plus de 3 points, le pourcentage au tir global peut-être un peu baisser, mais du coup, si on pondère avec le 3 points, le pourcentage analytique sera tout aussi bon. Non, il peut être dans ce domaine-là. Je pense que d'être dans la conversation MVP, c'est très compliqué parce qu'il du va y monde, hein. encore y avoir des clients cette année. Et que globalement, pour être dans la conversation MVP, il faut avoir de 1 un très bon bilan, mais de 2 avoir des statistiques absolument délirantes. C'est-à-dire que même un joueur comme Jason Tatum l'an dernier, qui fait une saison exceptionnelle avec Boston, qui est top 2, bah, il n'a pas forcément les stats, hormis les points, pour vraiment être dans la course au MVP. Donc ça va être très difficile. Mais ouais, je pense qu'on est plus à un scénario où il est à 27, 28 points, avec de la même efficacité, peut-être un peu plus de clutchitude et un peu plus de passes. Ouais. Ouais, je suis plutôt d'accord avec toi. En fait, je suis plutôt rassuré on l'a vu encore en FIBA, encore une fois. Il nous a quand même rassuré l'année dernière par sa régularité et le niveau qu'il peut afficher soir après soir. J'ai du mal à le voir vraiment dégraisser, vraiment être plus nul que l'année dernière. Après, effectivement, tu as toujours ces soucis d'adresse qui peuvent arriver, qui peuvent arriver à un moment, tu peux avoir un moment de doute, un moment où ça rentre pas. Donc à voir là comment ça se suit l'année prochaine. Mais je suis plutôt optimiste encore une fois. Après, effectivement, j'ai mis le scénario parfait où il y a le collectif qui suit et du coup les MVP. Et effectivement, ça, on sait, toi et moi, on l'a dit la semaine dernière qu'on est un peu plus dans le doute, qu'on aura des énormes progrès dans le bilan et dans le classement du Thunder. Donc ça aussi, ça sera à suivre. Euh, Gérer le cardio ouais, aussi, un dernier point, parce que non, mais alors, ça peut être dit sur le ton de la blague, mais c'est vraiment pas une blague, c'est que Shea est très fort sur les cartons impairs parce qu'il joue 12 minutes, mais l'an dernier, s'il a été inefficace dans le clutch, c'est parce qu'il était trappé, mais aussi parce qu'il arrivait parfois cramé en fin de match. Alors c'est normal, il était il y a obligé beaucoup de de tout choses, faire ouais. pour OKC, mais peut-être mieux gérer le cardio, et du coup, peut-être que d'autres doivent prendre un peu plus de Et gérer le responsabilités. cardio sans se cacher en défense, c'est bien. Parce que c'est. Ah oui, toujours. Bah, on n'a pas parlé de l'aspect Ouais, défensif. bah, En même temps, il y a tellement de choses à dire sur chaque joueur, mais il faut continuer à défendre, être hein, aussi bon bien sûr. défensivement. Mais je pense que dans la mentalité, j'ai pas de doute sur le fait qu'il sera investi défensivement. Et on salue tout le monde qui arrive dans le chat, quand on nous dit bonsoir, on nous dit qu'on est très beau, très élégant, Constant, donc on vous remercie. On a, Vous êtes trompé de. Alors pour moi, vous êtes on a dit trompé de très stream, par élégant, contre. Constant, j'avais Là, eu. nettoyez votre écran. Là, c'est. Euh, on va enchaîner. Deuxième joueur dont on va parler, c'est Josh Giddey. C'est souvent le deuxième dont on parle aussi d'ailleurs. Je vais commencer moi par mes attentes un petit peu plus globales sur lui. Pour moi, il y en a deux. C'est d'abord qu'il continue de s'affirmer, et là on l'a vu un peu en pré-saison, comme potentiellement le premier créateur, le mot est important, de l'équipe. Pas forcément le premier scoreur, pas forcément le dépositaire du jeu, mais vraiment le premier créateur. Et si tout va bien, en potentiel deuxième option, ça à débattre. J'ai mis la même chose pour J-Dub, je préviens. Donc c'est un des deux qui s'affirme, ça serait très très bien, c'est une chose que je vais suivre. Et après, il y a trop de points, il y en a deux, mais j'ai quand même mis la défense parce que pour moi, là, il a plus d'excuses pour ne pas être correct en défense et au moins être dans les rotations et au moins être intelligent quand on aura ajouté Chet au roster qu'il y avait déjà. Là, au bout d'un moment, il faut qu'on soit très performant en défense et il peut plus se permettre de produire ce qu'il a produit sur certaines rencontres. Des fois, il a été plutôt correct, en servant notamment, en étant très utile au rebond, enfin voilà, en se montrant assez utile avec sa taille, mais des fois, il n'y était pas du tout, et là, c'était problématique pour la défense. Et l'année prochaine, je veux vraiment voir qu'on peut défendre avec lui sur le terrain correctement. Et il n'y aura plus d'excuses, parce que là, à côté de lui, il y a 4 bons défenseurs, voire 4 défenseurs élites pour certains. Donc il faut qu'il se mette au diapason de ses coéquipiers et pas que offensivement. Défensivement, l'an dernier, c'était off-ball la Mm. problématique. On-ball, il n'était pas si mauvais. Le problème, c'est qu'il défendait jamais sur le porteur de balle. Oui, défensivement, il faut continuer à montrer de bonnes choses. Après, de dire qu'on peut bien défendre avec lui, je trouve que c'est un peu dur parce qu'on l'a Oui, non déjà mais vu l'an très bien, dernier. En fait, dans ce cas-là, c'est bien. très très bien défendre. C'était plus ça que.
On l'a vu il y a 2 ans quand le Thunder est top 8 défense. Je sais pas, je trouve. C'est plus individuellement, on va dire, que vraiment s'inscrire dans le contexte de défense collective, moi, que je vais voir. Oui, sur la défense, je suis d'accord. C'est pas les 2 points, moi, que j'ai vus, mais il y a ce côté, effectivement, où tu peux le cacher, en fait. C'est Ouais, ça qui est intéressant avec Josh Giddey. Et de par sa taille, c'est là où sa taille joue quand même. Tu peux le cacher sans avoir des mismatchs de taille, par exemple. C'est-à-dire que si vous avez un meneur plutôt petit, qui est pas très bon défensivement, non, mais je triangle. prends, enfin, je sais pas. Non, mais je pensais même pas très, enfin, je pensais pas à un joueur en particulier. Je me disais juste, si vous avez un guard petit, vous pouvez pas le mettre, enfin, vous pouvez le cacher en défense, mais du coup, ils vont le chercher pour un mismatch, ne serait-ce que de taille. Josh Giddey, comme il fait plus de 2 mètres, tu vas le cacher en défense, et du coup, ça va être plus difficile pour des ailiers, par exemple, de le jouer de par sa taille, de par sa grande taille, que des guards. Après, il sera toujours une liability, il sera toujours un point faible, un maillon faible de ta défense. Mais sur ça, oui. Et moi, il y a un point, bon, c'est très facile que j'ai noté parce qu'on en a parlé durant tout l'été, mais c'est aller plus sur la ligne des lancers. Voilà. Il faut que les arbitres sifflent aussi, hein, parce Ouais. que ce serait bien les arbitres de siffler certains contacts, parce que lorsque Shea a le même type de contact, c'est sifflé, mais pas quand c'est Josh Giddey. Donc ce serait bien quand même de les siffler parfois lorsqu'il y a faute. Mais il faut qu'il aille plus sur la ligne des lancers, plus agressif. Et j'ajouterais même un petit point qui va avec ça, son agressivité, ses flotteurs à 2 mètres du panier, j'en peux plus. Pour moi, il faut qu'il aille près du cercle, il faut qu'il retire vraiment cet aspect du jeu un peu soft, je trouve. Pas toujours efficace. Le toucher de Josh Giddey est pas excellent en plus Ah. de ça, près du panier en tout cas. Donc il le met hein, parfois, hein. Je dis pas qu'il est nul, hein, mais je trouve qu'il aurait un plus grand pourcentage de réussite de gommer ces tirs-là et d'aller directement au cercle plutôt de s'arrêter à 2 mètres et faire un flotteur. Donc aller plus sur la ligne des lancers et vraiment aller au contact physique, ne pas avoir peur du Je sais contact pas, physique. sur le flotteur, je sais pas, je suis d'accord que des fois il pourrait finir bien mieux et plus agressivement, ou peut-être même dunker hein, d'ailleurs, hein, parce que Josh Giddey est capable de dunker, on l'a vu l'année dernière. Mais il y a des Mm. situations où ça sert vraiment son flotteur. Tu vois là, contre Détroit, il y a une situation où ça finit en 2 contre 2 en contre-attaque, il se fait rattraper par tout le monde, et en fait il ralentit, il laisse passer les joueurs, et il finit en flotteur. Et j'ai trouvé ça très bien joué, et particulièrement dur à faire d'ailleurs. Mais tu vois, je pense que ça peut être utile après. Je suis d'accord avec toi, qui doit aller sur la ligne, qui doit aller monter sur les joueurs, qui doit encore plus se servir de son corps. Là, j'ai l'impression que sur ses coups d'épaule, sur comment il se protège, il a encore progressé. C'est ce qu'on voyait un petit peu l'année dernière, mais je pense que avec l'été, avec l'Australie, etc., ça l'a aidé dans cette voie-là. Donc non, je suis d'accord avec toi. Et puis après, en fait, globalement, sur son tir, on n'en parle plus, mais on parle beaucoup de ses lancers hautes. Ah si, moi c'est un Mais là, au point, bout d'un moment, il faut c'est qu'on un regarde point son que j'ai. tir parce que il a très peu tiré avec l'Australie. Là, il a très peu tiré sur l'extérieur, j'entends, sur la pré-saison. Il a dû en prendre un ou deux. Et en fait, on n'a Mm. pas vu de progrès, on n'a pas eu de confirmation qui pouvait un peu sanctionner off-ball comme on a vu certains matchs. Voilà, mine de rien, c'est quand même le gros point aussi à suivre de Josh Giddey, c'est ce qu'il est capable de sanctionner extérieur. Et même dans des Bah, articles qu'on a pu lire, des previews, etc., tout le monde en parle que s'il commence de mettre des tirs, ça devient un joueur d'un tout autre niveau. Et à son âge, s'il commence de développer le tir, ça peut être très intéressant. mais au moins des tirs en catch and shoot. Encore une fois, c'est pas le pull-up hein, qu'on lui demande, c'est des tirs en catch and shoot. Et c'était mon deuxième point, c'était ne pas refuser les Mhm. tirs à 3 points. C'est-à-dire que on voit des vidéos qui sont postées sur Twitter de Giddey qui travaille avec Chip England sur sa mécanique de tir. Oui, mais il prend pas les tirs en match, donc ça sert à rien en fait de bosser la mécanique de tir. Va falloir être plus efficace aussi sur la ligne des lancers parce que quand il y va, il fait généralement 1 sur 2, ce qui est quand même pas très rassurant, sachant qu'avec l'Australie, il était déjà assez maladroit pour ce qui était du pourcentage de réussite sur la ligne des lancers. Donc ouais, pour moi, en fait, on peut globaliser ça à Shea et Guidi, c'est qu'il y en a un des deux qui va devoir prendre des catch and shoot à 3 points. C'est-à-dire que tu peux pas avoir deux joueurs qui prennent moins de 2 tirs à 3 points de moyenne par match tous les deux. Alors Guidi, il me semble, était à 3 sur l'an dernier, 3 tirs à 3 points tentés par match, mais c'est des volumes assez bas. Tu peux pas avoir un backcourt à 4 tirs à 3 points tentés par match, sachant que tu as des incertitudes sur la réussite de Lou Dort. Mhm. Ou alors, faut faire des line-up, où il faut envoyer du Missy, il faut Ouais. envoyer du Joe. Ou alors faut vraiment faut blinder. Mais il faut des joueurs qui font du catch and shoot, il faut des joueurs qui font du catch and shoot à 3 points avec un pourcentage de réussite efficace. Et même s'ils ratent, je trouve que c'est plus intéressant, même pour les défenses, de le voir tenter ses tirs à 3 points plutôt que de les refuser. Mhm.
Bon, les défenses sortiront peut-être pas, mais c'est mieux de le voir rater plutôt que de pas essayer. Donc, pour moi, et ça c'est ce qui m'a un peu inquiété sur la pré-saison, faut pas refuser les tirs. Parce que si tu commences à refuser les tirs, ça plus la défense, ça fait quand même beaucoup de points noirs sur des aspects du jeu qui sont très Ouais, je importants. suis entièrement d'accord. Qu'il faut qu'ils prennent ces tirs, que ce soit en transition, en spot-up, hein, ce que vous voulez. Il faut prendre les tirs, tu peux pas constamment driver et te mettre dos au cercle pour essayer de jouer de ta taille. Il faut prendre ces tirs-là qui sont importants. Même dans le jeu de transition, etc., il faut qu'il les prenne parce que ça peut être très important pour lui. Euh, Mais j'aime bien qu'ils soient utilisés au au, poste, enfin, au poste. J'aime bien ça, je trouve ça intéressant. C'était déjà un peu le cas avec l'Australie, on l'avait pas du tout fait l'an dernier. À voir si ça se confirme. Encore une fois, c'est que de la pré-saison. Je trouve au ça poste intéressant. pour scorer ou pour créer d'ailleurs, c'est assez intéressant. Ouais. Mm. Juste les deux scénarios pour lui. Le scénario parfait, il trouve encore mieux son rôle en attaque, donc de créateur. Son tir a un petit peu progressé, il est plus agressif, son pourcentage augmente, donc ce qui en font quelque chose qui se rapproche d'une seconde option. Tu vois, c'est quelque chose d'assez faisable. Et le scénario catastrophe, petit à petit, on voit qu'il y a des joueurs plus compétents que lui offensivement, pardon, notamment dans le 5 majeur, dont on va parler juste après. Le tir ne se confirme pas, on voit qu'il n'y a pas forcément de progrès dans son jeu, on voit qu'il passe pas les étapes alors qu'il a 20 ans et qu'il devrait en passer, et que finalement, comme on l'a déjà abordé, c'est peut-être lui que tu devras peut-être te séparer petit à petit si tu veux progresser ou si tu veux aller chercher des joueurs. Voilà. Qu'est-ce qui paraît le plus probable pour toi, encore une fois? C'est l'entre-deux. Je vais te faire que des réponses de Normand, hein, mais ça va être l'entre-deux. Je pense que j'avais dit, ma hot take, c'était que le duo Guidi et J-Dub, c'était plus de 40 points de moyenne les deux. Donc pour moi, je vois une progression dans statistique, en tout cas, au niveau de Josh Guidi. Je pense il va aller quand même plus sur la ligne, il va être un peu plus efficace, même si tu es à 48%. Je pense qu'il va encore progresser en réussite près du cercle. Le tir, vraiment, on va voir. Je suis curieux, c'est-à-dire que je sais pas, je peux pas te dire qu'il va pas en prendre, je peux pas te dire qu'il va progresser, je sais pas, je suis dans l'incertitude pour l'instant. Niveau du playmaking, il y aura toujours ses qualités. Donc pour moi, le scénario, ouais, progression un peu statistique en termes de points, mais rien de révolutionnaire. C'est-à-dire que l'an dernier, il y avait eu un pas qui avait été franchi, un bon pas quand même, un pas assez solide. Je pense que cette année, il va franchir un pas solide, mais pas un pas de géant pour le faire progresser, pour te dire, oui, lui, tu lui donnes, je sais pas, un max ou un truc du genre. Ouais, je le vois bien plus scoreur comme toi. On l'a vu même contre Détroit, hein, quand il prend les choses en main pour scorer sur les transitions ou autres, il est largement capable de scorer avec plusieurs actions successives. Et ensuite, ouais, dans la création, par contre, je pense qu'il peut encore plus progresser ou avoir plus de responsabilités justement dans un jeu encore plus collectif. C'est lui qui va peut-être souvent faire la dernière passe ou qui va trouver le joueur seul. Peut-être un peu plus de pick and roll, si on en fait beaucoup avec Misic, on pourrait essayer de l'utiliser un peu plus lui aussi sur pick and roll. Ouais, j'attends de voir, j'attends de voir. C'est pas celui sur qui je suis le plus serein, honnêtement. Mais pas, je pense pas qu'il va être moins bon, hein. Mais c'est pas celui que j'attends le plus en termes de progression. Pour moi, je suis comme toi. C'est peut-être pas celui qui va le plus progresser dans l'année qui arrive. C'est peut-être d'autres dont on parlera ensuite par rapport à ça. Mais après, Josh Giddey, c'est toujours le vilain petit Ouais. canard hein, de la fanbase, hein, globalement. Mais tout Donc, le monde le kiffe quand même. C'est tout le voilà, monde. tout le monde le kiffe, mais tout le monde se dit, ah ouais, mais en fait, il y a des points, je suis d'accord, hein, globalement, il y a des points qui te font avoir quelques doutes dans le futur, enfin dans sa future utilisation dans une très bonne équipe. Mais voilà, on est sur un joueur qui est dans sa troisième année. Il y aura déjà des questions contractuelles se poser à la fin de la saison. Donc potentiellement, lui doit avoir ça en tête aussi. Je pense que Sam Presti a aussi ça dans un coin de sa tête. Voilà, c'est que ça reste quand même des trois joueurs, des trois jeunes dont on parle, qui sont pour moi les trois joueurs les plus importants, hormis bien évidemment chez. C'est le plus jeune des Ouais, trois. ça c'est Donc, incroyable ça. il a pris 21, il a pris 21 ans il y a 3 semaines. Alors, ok, il est dans sa troisième saison et au bout d'un moment, il faut plus parler en termes de saison qu'en termes d'âge pour évaluer le développement. Mais troisième saison, 21 ans pour un joueur qui est arrivé brut de pomme. Oui, très brut, comme Donc, William Pied. attendons Ouais, quand même de carrément. voir les progrès. Carrément. Oui. Eh bien, parlons d'un deuxième joueur majeur, de deuxième jeune majeur en tout cas, que tu attends, c'est Jalen Williams, J-Dub. Je vais te laisser commencer. Qu'est-ce que tu attends un peu de J-Dub sur la saison à venir? J-Dub qui a été particulièrement bon là contre Détroit, j'ai trouvé très très bon. Mais ouais. Ah bah justement, c'est mon premier point, ne pas se croire superstar trop vite. C'est un peu provocateur, mais qu'est-ce qui fait que Jalen Williams était aussi bon l'an dernier? Son efficacité au tir. On est d'accord. Euh, si jamais
ça devient Caris Levert. Mais en fait, tu perds tout ce qui fait la réussite de Jalen Williams, en fait. Donc moi, ce que j'ai peur, c'est que on a répété tout l'été, pas que nous, beaucoup de médias ont dit Jalen Williams, c'est une future star, c'est un futur All-Star, potentiel de dingue. J'ai peur que, en fait, il perde toute son efficacité de l'an dernier parce qu'il va se mettre à jouer des 1 contre 1. Il va se mettre à jouer plus de pull-up. Et en fait, c'est pas ça qui faisait la qualité de Jalen Williams l'an dernier. C'était pas sa capacité à prendre un tir en pull-up, c'était son efficacité et le fait que dès qu'il allait au panier, il y avait 2 points quasiment, où il y avait gros dunk. Donc, attention quand même de ne pas perdre l'efficacité en augmentant le volume. Alors, c'est très difficile, hein, bien évidemment, d'augmenter le volume et de conserver l'efficacité. C'est les très bons joueurs qui font ça. Mais j'ai pas non plus envie qu'on tombe dans ce prisme de Jalen Williams, c'est ta deuxième option, en tout cas Mm. ton deuxième joueur qui prend le plus de tirs. Et le fait que le volume augmente, il perd son efficacité. Alors, ce n'était pas le cas l'an dernier. Il y avait déjà eu une hausse en termes de volume. Il était resté toujours aussi efficace, voire même plus. Mais attention quand même à ne pas se croire superstar trop vite, parce qu'il y a encore beaucoup de progrès à faire et beaucoup de travail avant d'arriver à ce scénario. Bah, tu vois, moi, dans mes attentes, j'ai qui confirme la fin de saison dernière. Donc le moment où il était le meilleur, où il avait plus de responsabilités, etc. Mais j'ai quand même noté en point à suivre, notamment, c'est sa capacité à parfois prendre le jeu en main, à pas se cacher, à prendre ses responsabilités et tout. On en a parlé notamment toi et moi, à qui on donnerait la balle si Shea l'avait pas dans le clutch, etc. Pour moi, et c'est un peu ce qu'on a vu en pré-saison quand Shea était pas là, il est capable de porter la balle, il est capable de se créer des tirs efficaces, et ce qu'il a très bien fait contre Détroit, d'aller au cercle, même s'il commence avec la balle en main. Mais je suis par contre d'accord avec toi que tu peux pas l'utiliser comme un nouveau joueur, un nouveau ball handler qui arrive et que tu veux donner tous les ballons pour qu'il progresse et qu'il fasse de la quantité. Ça, je suis complètement d'accord avec toi et je pense que c'est pas le but. Quand t'as Shea Giddy à côté, encore moins. Mais tu dois lui donner un peu de ballon, tu dois l'utiliser en pick and roll, tu dois lui donner les possibilités de se créer son petit step back à mi-distance, d'aller finir au cercle, etc. Tout en lui gardant ce qui faisait sa force, et tu l'as très bien dit, les 2-3 tirs en spot-up à 3 points où il est efficace, les quelques cuts ou le moment où il est placé dans le dunker spot et qui va finir, etc. Ça, il faut garder ça parce que c'est même vital, je pense, dans le jeu d'OKC d'avoir un joueur capable de faire ça. Et c'est presque le seul pas dans le roster, mais dans le 5 majeur en tout cas, à pouvoir le faire. Mais j'ai envie quand même de le voir un petit peu plus responsabilisé. Tu vois, j'ai envie de avoir le ballon en main. Là, en pré-saison, bon, c'est que de la pré-saison, mais ça m'a plu. L'année dernière, quand on l'avait, quand il se cachait pas, c'était plutôt plaisant à voir. Tu vois qu'il est capable de faire les bonnes lectures. Donc j'en attends un petit peu plus dans cet aspect-là. Mais effectivement, c'est peut-être pas plus en quantité, mais c'est un rôle qui évolue un petit peu quand t'as besoin, quoi. Quand t'as pas besoin, quand Guidi et Shea sont là et très fort, tu l'utilises comme les dernières. Par contre, quand il y a un besoin, que t'as un absent, j'ai envie qu'ils prennent les choses en main. Tu vois, que ce soit pas un Lou Dort qui soit obligé de mettre 30 points pour qu'on reste dans un match de play, quoi. Ouais, non, c'est différent. Pour moi, je suis pas contre le fait de l'utiliser plus sur pick and roll, de le laisser prendre ses step back à mi-distance, mais il faut pas que ça occulte le jeu off-ball, quoi. C'est ça qui. Parce que Mm. les joueurs, les très gros moteurs offensifs, eh ben, dans la ligue, finalement, off-ball, il y en a pas tant que ça qui jouent vraiment off-ball. Ils sont beaucoup balle en main. Et la capacité de Jalen Williams, alors effectivement, il était capable de se créer son tir sur certaines séquences, mais déjà pas tous les soirs, ce qui est normal pour un rookie. Et c'est surtout l'an dernier, ce qui faisait toutes ses qualités, c'était son efficacité près du cercle via son jeu off-ball, parce qu'il se projetait vers le panier, parce qu'il y avait des codes. Voilà, typiquement le alley-oop ou la passe de touchdown que envoie Misic pour J-Dub qui va dunker alors que Misic est au milieu du terrain. Ça, c'est des trucs que je veux Mm. continuer à voir l'an prochain et pas d'avoir un J-Dub qui, d'un coup, pense que ça y est, c'est devenu une superstar et qui joue ouais, comme Caris Levert ou comme Jordan Clarkson, à savoir inexistant off-ball avec beaucoup de balles en main et très peu Ou même d'efficacité. il attend uniquement la balle pour la remonter et jouer tout seul, tu vois, et jouer comme un meneur classique où il est ouais, zéro off-ball, quoi. Ah, On il nous peut le demande. faire parce qu'il a des Oui, capacités de oui, mais création. pas qu'il fasse que Mais ça, qu'il joue aussi en voilà, contre-attaque, tout à qu'il fait. fasse d'autres choses. On nous demande si dernière action d'un match sans chier, on donne la balle à Guidi ou J-Dub. On avait fait une question comme ça, je crois, cet été. Ouais, C'était mais à la suite c'était d'une si Shea prise à était deux. doublé. Ouais, c'était. Voilà. Et on Du n'était coup, pas d'accord. ça change. Là, ça change. Je pense qu'on Euh, dit tous les deux J-Dub pour celle-ci. Oui, mais si c'est prise à deux, je préfère Guidi Ah, parce que c'est du 4 contre 3 et qui fera la bonne lecture. Ouais, c'est ça. Ça dépend si on crée pour les autres ou pour lui. Mais ouais, moi j'avais un autre point quand même sur J-Dub à suivre. C'est défensivement, et notamment maintenant qu'il y a Mm. Chet, est-ce qu'il peut être ce poste 4
aux côtés de Chet? Est-ce qu'il peut compenser les défauts de Chet défensif, son poids, etc. Est-ce qu'il peut tenir les grands ailiers qu'il y a au poste 4? On a eu des exemples avec Giannis en pré-saison, où il a défendu sur Giannis pas mal. Est-ce qu'il peut assumer ce rôle-là? Et moi, c'est quelque chose que je vais regarder pas mal sur comment on le gère défensivement, quel match-up on lui donne, comment il est utilisé, est-ce que Chet prend les grands, est-ce que c'est lui, voilà, c'est vraiment ça que je vais que je vais un petit peu suivre défensivement, parce qu'on parle beaucoup de lui offensivement, ce qu'il a apporté, mais défensivement il était plutôt bon, mais il y a des progrès à faire, on en avait déjà dit, et je pense qu'il a moyen de faire des très bonnes choses et de s'affirmer justement aux côtés de Chet sur le front de courte. Oui, bah, c'était mon deuxième point, c'était confirmer les progrès défensifs vus à la fin de saison l'an dernier. Et ça rejoignait un point. En fait, je voulais dire que j'aurais pu le noter en disant, il confirme que c'est un poste 4 défensif. Mais je trouve que, Mm. en fait, c'est le troisième meilleur défenseur de l'équipe. Si tu comptes Chet, même si c'est difficile parce que pas forcément les mêmes profils qui seront défendus, mais c'est difficile de voir un joueur s'établir comme un défenseur sur un poste, sachant que il défendra que très rarement sur le point of attack et que c'est pas un protecteur de cercle comme peut l'être Chet. Donc, disons qu'il va être dans du jeu off-ball potentiellement. Il va potentiellement parfois défendre sur des grands ailiers. Peut-être que là, ça y est, si tu joues Giannis, si tu joues KD, si tu joues Ingram, tu vas enlever Lou Dort et tu vas faire confiance à J-Dub. On va voir comment ça va se passer dans ce cas de figure-là. Mais la majorité du temps, ce sera Lou Dort qui sera sur le meilleur attaquant adverse ou Chet potentiellement si le meilleur attaquant adverse est un intérieur. Donc c'est difficile de le voir réellement s'établir. Je pense qu'il faut continuer sur ce qu'il a fait l'an dernier, un peu comme chez, à savoir très actif pour essayer de couper les lignes de passe. Et si jamais tu te retrouves à devoir défendre sur le porteur de balle adverse, être capable de faire une bonne défense. Mais c'est vraiment du off-ball et continuer ce qu'il avait montré, à savoir j'intercepte et je crée des paniers faciles en transition. Là, tu vois, sur la pré-saison, c'est lui qui prend Wemby. Bon, il y avait Collins à côté. C'est lui qui prend Giannis. Alors qu'il n'y avait pas Lopez à côté. Enfin, il n'y avait que Robin Lopez, pas Brook. Contre Ouais, Détroit, il y a deux grands, donc c'est un peu différent. Ouais, mais à voir, voilà, comment l'utiliser. Mais je le vois bien vraiment sur. Peut-être pas le meilleur joueur du front court, on verra quand on jouera Embiid ou Jokic comment on gère ça. non. Je pense pas non plus, mais sur le meilleur grand ailier ou ailier, en tout cas selon comment on considère les postes, encore une fois, parce que Wemby joue comme un ailier presque avec les Spurs. Oh, non, c'est pas Donc, comme, enfin c'est pas presque, hein, il joue comme un c'est un ailier. ailier. Mais ouais, je suis d'accord avec toi qu'il doit progresser. Et tu vois, quand tu as dit troisième meilleur défenseur de l'équipe, je pense que ça se débat, et pour moi, ça doit plus être un débat assez rapidement, ça. Troisième ou Ouais, quatrième, avec oui, c'est Shea, vrai que. tu vois. Mais enfin, j'ai plus dit troisième dans le sens où les deux premiers sont intouchables. Oui. C'est vrai que j'ai pas pensé à Shea. Mais oui, Hmm. effectivement, c'est. Les deux scénarios pour J-Dub, on enchaîne parce qu'on a beaucoup de joueurs à faire. Donc le scénario parfait, c'est que offensivement, il augmente en volume tout en gardant son efficacité, presque comme une vraie deuxième option. Il passe peut-être les 20 points de moyenne, d'ailleurs c'était un truc que tu as dit la semaine dernière. Et Mm. défensivement, et même des deux côtés du terrain, en fait, on se rend compte que c'est lui ton poste 4 du futur, et que voilà, ton front court il est presque verrouillé, et que ça marche plutôt bien entre les deux. Et le scénario un peu plus catastrophe, c'est qu'il peine à peser autant que Caresse Levert. il peine à peser autant que l'année dernière. Il est en difficulté défensive face aux un peu gros joueurs adverses, ou gros que ce soit par le talent ou aussi par le poids, j'entends. Et en fait, son rôle diminue. Peut-être que c'est lui qui connaît une baisse de son rôle parce qu'il a été plutôt discret, on en a parlé sur certaines situations. Et avec l'arrivée de Chet, avec un Gizzy peut-être qui s'affirme, ou un Shea qui est encore là, c'est lui qui voit son rôle un petit peu diminuer. Encore une fois, qu'est-ce qui te paraît le plus probable? Tu vas me dire au milieu, mais fais un pari un peu all-in, Constant. Non, ça va être entre les deux. On nous dit dans le chat trajectoire à la Igodala, potentiellement. Mais après, Igodala défendait plus sur le point of attack. Mais dans ce Ouais, je registre-là, trouve mais Igodala. qu'offensivement, il peut avoir beaucoup plus d'armes. Après, je parle Ouais, mais d'Igodala de la fin, quoi. Mais bon, voilà. voilà, c'est exactement ce que j'allais dire. J'allais dire Igodala pré-Warrior, c'est-à-dire plus Denver, plus, surtout plus Philly. Mais oui, dans ce registre-là, un mix entre Igodala et Andrew Wiggins. Moi, je trouve que c'est vraiment. Ouais, Ouais, tu peux faire une fusion de ces deux joueurs-là. Au niveau du scénario, ouais, je pense que ce sera le deuxième meilleur marqueur du Thunder en points par match, je ça, pense. Après, restera la question de l'efficacité. Non, je pense que il va. On attend beaucoup de Jalen Williams. Moi, je suis pas sûr qu'il coche toutes les attentes qu'on peut avoir sur lui. Faut quand même pas sous-estimer. On a parlé de Josh Giddey, mais que c'est un prospect plus vieux.
donc potentiellement avec une marge de progression peut-être un peu plus courte, et un peu moins élevée que peut avoir un Josh Giddey ou que peut avoir d'autres prospects plus jeunes. Alors après, il part de moins loin aussi, mais je sais pas. Je trouve qu'on a énormément d'attentes sur J-Dub. C'est peut-être même le joueur sur lequel on a le plus Ouais. d'attentes, étant donné on sait tous à peu près comment va jouer Shea. On a plus d'attentes sur J-Dub que sur un Giddey, voire même sur un Chet. Calme un petit peu sur les attentes. Je pense qu'il va faire une progression statistique, mais j'ai des doutes concernant de un l'efficacité et de deux vraiment le poids qu'il peut avoir sur les résultats collectifs du Thunder. C'est-à-dire que il peut augmenter sa marge de scoring, mais il peut te mettre 35 points. Allez, il peut te mettre 28 points dans un match où tu gagnes de 15, comme il peut te mettre 7 points dans un match que tu perds de 3. Ouais, moi, je suis d'accord avec toi. Je pense qu'on a énormément d'attentes, peut-être même trop. J'en ai discuté avec Ala d'ailleurs. Je lui ai dit il y a beaucoup d'attentes pour J-Dub, là, ça fait Mm. beaucoup. C'était trop, trop vite, mais en même temps, avec ce qu'on a entrevu, tu peux les avoir ces attentes-là. Donc c'est ça qui est un peu compliqué. Mais je suis d'accord avec toi. Moi, il y a aussi un truc qui fera peut-être que sa saison réussit ou pas d'ailleurs et qu'il devienne le deuxième meilleur scoreur. Où je suis plutôt d'accord avec toi. C'est s'il continue de mettre dedans à 3 points ou et bah des fois il a pas mis tant dedans que ça et je pense que c'est important pour le bon fonctionnement du 5 majeur qu'il soit une option à 3 points, surtout que Dort est assez inconstant, Shea en prend pas, Guidi on en vient d'en parler, t'as Chet potentiellement, et lui. Donc il faut qu'il puisse planter dedans en spot-up. Mais ouais, je trouve on a beaucoup d'attentes, je pense qu'il peut y répondre en partie, on sera face à un bon G-Dub, mais peut-être quand même Kalma, on sera peut-être pas à se dire il est All-Star dès l'année prochaine, quoi. Ce qu'on peut presque lire des fois, ou présumer vu les stats qu'on lui projette ou autre. Après, tout dépend aussi de l'utilisation, Ouais. c'est-à-dire que est-ce qu'il sera utilisé avec la seconde unit? C'est la question, c'est qui sera utilisé, qui parmi tes titulaires sera balancé avec la seconde unit Surtout avec un Misic qui a l'air de prendre beaucoup de responsabilités balle en main en et seconde qui unit. prend beaucoup de Je place, ouais, suis pas sûr que tu effectivement. aies besoin Donc, d'un Guidi par exemple à côté d'un Misic vu comment il évolue. pour moi, ça va être chez. Ouais, pour moi c'est chez ou Jedab, effectivement. On en a eu la question dans le chat, je pense que c'est plus chez ou Jedab qui seront utilisés, hein. Ouais, Donc je ouais, pense. Donc ça peut influencer aussi sur les stats et ça peut influencer sur quel type de tir tu prends. Donc ça peut changer beaucoup de choses. ouais, on va voir, on va voir. Bon, passons au quatrième larron, le troisième jeune le plus important. Alors, on parlera de Ludort juste après. Parlons, Le premier. parlons, parlons de Chet. Je t'avoue que moi, dans les attentes, en majuscule, j'ai noté de le voir sur le terrain et de le voir jouer. J'ai vraiment noté ça en Ah attente parce que ouais. au bout d'un moment, voilà, c'est vraiment la chose qu'on va attendre avec Chet. Quand même en point, bah, bien sûr qu'il ait l'impact défensif qu'on lui promet, qu'il devienne ce protecteur de cercle qu'on attend, qu'il mette des comptes, qui te permettent de verrouiller beaucoup plus la raquette que l'année dernière. Ça, c'est quelque chose qu'on va regarder, comment on le fait évoluer défensivement, qui défend, est-ce qu'il est sur les pick and roll, qu'est-ce qu'on fait quand il est sur les pick and roll, etc. Ça, voilà. En fait, on est dans l'inconnu, donc on va vraiment, c'est nos attentes, on va regarder comment il fait ça. Mais pour moi, il doit avoir déjà un impact assez immense défensivement. Et son tir extérieur, qui pour moi doit être la première de ses capacités offensives presque. Voilà, la deuxième après la verticalité, mais la deuxième où il peut apporter, il peut planter. J'ai trouvé bien mieux sur la pré-saison que pendant la Summer League d'ailleurs, tu vois, on en avait parlé, j'ai trouvé Bah, bien c'est plus du sur... réhab, hein, Ouais, donc de la rééduque. c'est ce qu'on avait dit, mais voilà, moi pour moi j'attends de lui qu'il soit déjà une menace correcte à 3 points, donc qui tourne à des pourcentages honnêtes. J'attends pas à 40%, hein, mais des pourcentages honnêtes. Oui, bah effectivement, le fait de rester sur le parquet, le premier point que j'avais noté, c'était être le point d'ancrage de ta défense. Mm. C'est-à-dire que quand Chet est sur le parquet ou quand Chet n'est pas sur le parquet, la défense du Thunder est quand même pas la même. On a vu beaucoup de choses très intéressantes dans l'utilisation de Chet qui a été plutôt variée, on va dire, sur les quelques matchs de pré-saison. Alors encore une fois, très difficile de tenir un jugement sur ce qu'on a vu de la pré-saison, mais de temps en temps, il t'est mis avec Sarr, de temps en temps, il t'est mis full poste 5, démerde-toi, défense sur Giannis. De temps en temps, il était un peu plus dans ce rôle de roamer. Donc, oui, mais malgré tout, peu importe l'utilisation, c'est être le point d'ancrage de ta défense. C'est toute bonne défense, selon moi, toute défense élite part d'un intérieur protecteur de cercle très fort, en tout cas d'un intérieur dominant défensivement. Donc, il va falloir qu'il soit cet intérieur qu'on lui prédit. Et je pense qu'il y a des matchs où il va manger potentiellement, mais il va quand même être très solide défensivement de ce que moi je pense, ou de ce que j'imagine en tout cas il va être capable d'être ce point d'ancrage que le Thunder n'avait pas l'an dernier et que tu pourras avoir cette Et saison. encore, tu vois, tu dis il va manger, mais on en a parlé je crois la semaine dernière. Si c'est il mange parce qu'ils le jouent post-up, ou ils font jouer Ayton post-up, ils font jouer des pivots moyens,
ou juste bon en post-up, tous les jours on prend, hein. Si c'est ça la faiblesse, tu prends tous les jours. Et après, Embiid et Jokic, tout le monde mange de toute façon. Donc, Non, mais même sur ouais, certains guards, quand ils vont devoir le oui, faire sortir, il va manger sur certains switches. Enfin, mais voilà. comme tous les C'est pivots, le hein. propre de n'importe quel Ouais. pivot, hein, bien sûr, hein. Donc, enfin, il va se faire dunker dessus aussi. Après, Voilà, ouais, tu vois, ça ça va être j'y des pensais aussi. situations. Je me suis dit, il va être sur pas mal de posters cette année, Victor aussi, hein. Mais par contre, Oui, enfin, il va être. Oh, moins Victor, moi, hein. Victor est un peu plus dur à postériser que Chet, mais Non, il sera beaucoup moins au contact aussi, des gars, surtout. aussi. Mais tu vois, je pense que vu le nombre de comptes qu'il va mettre, vu la proportion de comptes qu'il va mettre par rapport au poster qu'il va prendre, où le poster sera peut-être même raté, où les mecs vont échapper la balle ou autre, honnêtement, vas-y, fais-toi postériser 4 fois la saison, on s'en fout un petit peu, je pense, hein. Oui, et puis de toute façon, il va se faire poster, mais il faut compter. Enfin, ça, c'est le propre de tous les grands Ouais. défenseurs intérieurs, hein. C'est que oui, il y a des posters, mais le nombre de joueurs qu'ils ont renvoyés de l'autre côté du cercle, il y en a beaucoup plus. Et ce que je trouve intéressant, c'est que déjà, Chet a pas peur du contact, ça, on l'avait bien capté lors de la Summer League, mais encore plus lors de la pré-saison. Il y a une réception sur le genou lors du match contre Détroit, la premier quart-temps. T'as très peur, hein. Il Ouais. reste allongé, il se masse un peu le genou. J'ai fait sur la réception, j'ai fait attention. On va avoir quelques sueurs froides, mais un point que je trouve quand même intéressant avant de passer sur la deuxième attente, c'est que c'est un petit con, quoi. C'est vraiment un petit con. C'est un trash talker. Ça fixe son vis-à-vis quand ça fait un gros contre. Si jamais il se fait bouger en attaque, enfin, si jamais il se fait bouger sur la possession défensive en attaque, il essaye de revenir direct sur le gars. C'est vraiment un petit con. Tous les gars du Thunder le disent, c'est un petit con. Je pense qu'il va pas être trop aimé par les fans adverses. Il a vraiment ce petit Ouais. côté trash talking un peu vicieux, mais potentiellement, ouais, c'est un joueur qui a pas peur du contact et qui va apporter un truc que t'as pas, ok, si, à savoir un peu de nasty, un petit côté petit con que tu peux En détester. vrai, tu vois que c'est un bowler et dans le sens, il a poncé les parquets ou les playgrounds extérieurs, enfin, tu vois que c'est un mec qui a l'habitude de jouer des pick-up games avec des mecs pas forcément bons toujours, mais par contre ça trash, ça veut se mettre sur la gueule, enfin voilà, ça se voit en fait, ça se voit qu'il aime jouer, qu'il aime ça, et donc ouais, je suis d'accord avec toi qu'il a un comportement un petit peu comme ça de petit con qui va chercher un petit peu, mais ça change un peu. On avait des personnalités en vrai assez lisses, hein. Sur le reste. On n'a pas les Mhm. joueurs les plus caractériels ou les plus qui se montrent le plus, donc ça change un petit peu tant que ça reste en bien, hein, que ça devienne pas des joueurs. Pas que ce soit Dylan Ouais, Brooks, voilà. quoi. Moi, j'avais un point à suivre en te laisser parler, c'est sa création pour lui-même, que je trouve encore assez faible. Ouais, il y a des actions où il y a un punk fake, et il va scorer, il va finir des actions assez bien, au poste, il va faire deux trois trucs. Mais il y a des fois, il prend la balle en dribble et j'ai peur, quoi, parce qu'il se baisse, il se fait fracasser par le premier guard qui passe, parce qu'il lui prend la balle, il le pousse, terminé, quoi. Et tu perds un ballon qui donne 2 points à l'opposé. Et ça m'embête un petit peu et j'ai hâte de voir si on le cantonne vraiment. On se dit, bon, ça, t'es pas capable de le faire, tu fais du pick and roll, t'auras des fois la balle au poste, tu pourras jeter un contre un, mais par contre, t'oublies balle en main, ça t'oublie. Ou est-ce qu'on va vraiment l'utiliser des fois sur des pick and roll où il est porteur de balle, ou des fois on va lui donner la situation où il remonte la balle et c'est lui qui crée. J'attends de voir vraiment s'il est capable de faire ces choses-là. Justement, ça rejoint complètement mon deuxième point, puisque c'était essayer de rester efficace au tir, quitte à freiner certaines Hmm, expérimentations, entre parenthèses le dribble. ouais. Je vais vous expliquer comment j'imagine la course au rookie de l'année. Ça va être la même chose que Paolo et J-Dub l'an dernier, à savoir que vous allez avoir un intérieur qui va prendre beaucoup de tirs mais qui va pas être efficace. Et de l'autre côté, vous allez avoir un deuxième intérieur qui va prendre moins de tirs et qui va être plus efficace. C'est-à-dire que la différence majeure entre Victor et Chet, c'est le dribble. Il y en a un qui sait dribbler, l'autre qui sait pas dribbler, ou en tout cas très difficilement. Et c'est la différence entre une superstar et entre un excellentissime role player, en tout cas pour un intérieur. Je trouve que Chet, son dribble est vraiment pas bon. Hmm. Il est vraiment pas bon. Sur la Summer League, c'était déjà pas bon. Sur la pré-saison, c'est toujours pas bon. C'est même encore moins bon que ce qu'on avait vu à Gonzaga. Alors, j'ai peut-être des souvenirs un peu biaisés de Gonzaga, mais je trouvais que le dribble était encore C'est que mieux. ça Après, défendait peut-être moins ou pas pareil, tu sais, t'avais moins oui, l'impact physique, tu vois. oui, où l'opposition était Ouais. moins importante aussi, notamment physiquement. Mais c'est difficile. En fait, la différence aussi, c'est que les Spurs, ils ont le temps d'expérimenter avec Victor. On voit déjà des critiques en disant oui, Victor, il joue pas à l'intérieur, il tente des tirs à 3 points. On s'en fout. Ils ont rien à jouer cette année. Laissez-le expérimenter. C'est le moment ou jamais. Chet, c'est un peu plus différent parce que le Thunder a quand même un minimum de velléité d'être compétitif. Il y a quand même un minimum de pression du résultat. Et tu peux pas te permettre ce genre d'expérimentation avec Chet, surtout que c'est un joueur qui part d'encore plus loin au niveau de son dribble. Donc, ce que j'aimerais le voir faire, c'est
comme on a vu durant cette pré-saison, comme on a vu durant la Summer League, être ultra efficace près du cercle, tout écrasé. Il a un toucher de balle pour un joueur de sa taille qui est quand même très sous-estimé. Et on parle de Chet, et ça je l'ai dit 2 ou 3 fois, on parle beaucoup de Chet comme un prospect défensif, mais il était à 85% de réussite près du cercle sur sa saison à Gonzaga. C'est un très bon joueur près du cercle, et ça on l'oublie un peu trop souvent, au-delà du 3 points. Donc pour moi, ouais, il faut qu'il reste très efficace, qu'il soit vraiment défensivement, attaque, un peu rim runner plus, quoi. Globalement, protège le cercle de manière élite, finition élite, avec un petit peu de tir. Non, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. On verra s'il a cette efficacité-là sur la saison. Mais pour l'instant, j'étais plutôt convaincu là sur la pré-saison. J'ai plutôt bien aimé comment l'utiliser. Les 2 scénarios pour Chet, et après on enchaînera sur un petit peu plus vite, je pense, sur les joueurs à venir, parce que là, c'est les 4 principaux, on va dire. Le scénario parfait, tout va bien physiquement déjà. Il pèse énormément sur le jeu, notamment défensivement. Il devient cette encre que tu as mentionné. Et il arrive quand même à scorer efficacement et avec quand même pas mal de ballons. Il va, on va dire, autour d'une quatorzaine de points, quelque chose d'acceptable. Et du coup, top 3 rookie of the year, c'est-à-dire qu'il a joué assez de matchs aussi d'ailleurs. Euh, Non, il n'y a pas les critères de match pour le Ah, rookie c'est of the vrai? year. Ah bah tu vois. C'est la seule catégorie où il n'y a pas de limite Ils de ont match. anticipé, c'est juste pour Victor qu'ils ont fait ça, non? C'est... Non, je pense que des rookies qui jouent plus de Ouais, il n'y en a 65 pas matchs, il n'y en a beaucoup, pas ouais, 150. mais c'est pas plus mal. Et le Oui. catastrophe, c'est, on voit qu'il n'a pas joué depuis un an, t'as des petits bobos, on le gère un petit peu pour qu'il se blesse pas, petit manque d'adresse aussi extérieur, et du coup on peine à le mettre en valeur un petit peu offensivement. Bon, défensivement j'ai du mal à le voir vraiment négatif, c'est impossible, mais c'est vraiment où offensivement on voit qu'il y a encore beaucoup de travail et qu'il est peut-être plus brut de compenser. Pour toi, est-ce que tu crois, du coup, en un ayant de Chet offensivement, c'est un peu ça presque les 2 scénarios, parce que... Je pense qu'il sera rouillé sur certains points. L'efficacité au tir, par exemple, je suis pas sûr qu'elle arrive tant que ça, ou en tout cas aussi rapidement que ça, en tout cas pour ce qui est du tir à 3 points. Mais ça revient à mon deuxième point, c'est que si tu utilises en menace sur lob, que tu le laisses potentiellement avec 2-3 trucs, enfin 2-3 moves au poste entre guillemets, mais où il peut potentiellement faire avec du toucher de balle, où il est à 1 ou 2 mètres du panier, et du coup il peut faire une espèce de turnaround push shot pour finir. Là, il peut être efficace dans ce sens-là. Si jamais tu pars sur un domaine où tu te dis, bah, on lui donne beaucoup de balles en main, on lui donne des espèces de pick and roll inversés où tu as Guidi qui vient poser un écran et où c'est lui qui est balle en main, là, j'ai un peu plus de réticence sur sa capacité à être efficace. Tout dépendra encore une fois de l'utilisation de Mark Daigneault. Je pense que dans le jeu du Thunder, on veut mettre beaucoup de gens en place et on veut que tout le monde participe au jeu. Donc je pense qu'il y aura pas mal de situations de Chet balle en main, mais dans la mesure du raisonnable. Donc pour moi, on est sur un scénario défensivement, je pense qu'il sera aussi bon que ce qu'on peut l'attendre vraiment. Enfin, je vois pas de scénario où Chet Oui, est pas c'est impossible. excellent défensivement, c'est-à-dire que même juste bon, je serais surpris qu'il soit bon, mais dans un mauvais sens. En attaque, pour moi, il peut être efficace, comme il l'a été durant la Summer League. C'est un scénario qui peut se reproduire. Tu vois, moi je crois un peu plus à son tir. J'ai confiance, j'ai l'impression que ça va cliquer. Après, effectivement, j'ai confiance en lui près du cercle. Par contre, j'ai très peu confiance en dribble, etc. Et je pense qu'on va vite un peu moins l'utiliser là-dedans. Il va faire beaucoup de pick and roll, beaucoup d'end-off, etc. Ou aller se positionner dans le corner si on l'utilise en différentes façons. Mais voilà, j'ai un peu de mal à le voir utiliser l'année prochaine balle en main. Donc on verra là-dessus. Mais j'y crois, hein, je crois vraiment à une bonne saison de Chet. Peut-être même plus qu'auparavant. Dans l'été, j'ai peut-être gagné en confiance d'ailleurs. Parlons. J'aime bien ces petits moves où il fait, enfin, il est dans la raquette chez Drive et il se met dans un corner au moment, enfin, entre le moment où chez arrive Ouais, au il panier, libère quoi. Ça, l'espace, c'est ouais. voilà, il libère l'espace. Merci de mieux connaître le basket que moi, Pierre, les termes tactiques. Mais ça, je trouve ça très intéressant et c'est un truc que tu n'avais absolument pas au Thunder. Un pivot dans un corner. C'est rare que tu avais ça. Même Jalen Williams, c'était très rarement dans des Il l'a corners. fait d'ailleurs à un moment dans la saison, là, dans la pré-saison, il l'a fait un petit peu plus, Jalen. Oui. Peut-être qu'on évolue là-dessus. Lou Dort, maintenant, le dernier larron du 5 majeur. Bon, tes attentes constantes pour Lou Dort. Peut-être un peu moins hautes que celles des jours avant, je pense. Plus efficace près du cercle. Mm. Je sais pas ce que c'est. Ou au moins faire de meilleures lectures. C'est-à-dire que si... En fait, dans un an, on dit beaucoup dans un an, on pourra faire le point sur les joueurs, sur ces trois, les Three Amigos. Là, tu peux faire le point en disant potentiellement sur qui tu te bases pour les futures années et sur qui tu te bases pas. Dans un an, on va peut-être falloir commencer à faire le point sur Lou Dort aussi. Parce que là, on a souvent dit Lou Dort sur les années de semi-tanking ou de reconstruction.
Il n'est pas dans un contexte favorable. Dès que le Thunder jouera mieux, son rôle sera beaucoup plus valuable. En attaque, l'an dernier, le Thunder était plus compétitif et son rôle en attaque était pas valuable. Il était au même niveau que les précédentes années. Donc d'ici la fin de saison, on pourra peut-être commencer à faire un point sur Lou Dort ou tirer un semi-bilan de Lou Dort parce qu'on est vraiment sur un produit fini. C'est-à-dire que être plus efficace près du cercle, même moi en le disant, j'y crois pas parce que ça n'est jamais arrivé. En 4 saisons de Lou Dort, ça n'est jamais arrivé. Et ça a même baissé l'an dernier par rapport aux précédentes années. Donc, quitte à ne pas augmenter sa réussite près du cercle, faire des meilleures lectures, ce qu'il a été capable de faire l'an dernier. Ce qu'on a un peu vu sur la mi-saison où parfois il va driver et finalement il va pas au bout de son action, il fait une passe et du coup ça peut libérer un shooter. C'est plus sur ce domaine-là que je vais le surveiller, même si très honnêtement, j'ai très très peu d'espoir en la capacité de Lou Dort offensivement à être plus efficace près du cercle et à être meilleur que le rôle dans lequel il est actuellement. Ouais, moi, enfin, tu vois, moi, mon point, c'est que maintenant que tu as une structure autour de lui, tu as vraiment 4 joueurs que tu te dis que tu peux peut-être garder longtemps, enfin voilà, vraiment compétents. Il faut que lui, il trouve son rôle, et son rôle, c'est pas d'être le joueur qui prend le plus de tirs après chez, quoi. C'est vraiment pas ça. Mm. Ça doit être un joueur qui prend les 3 points ouverts qu'il a, qui va sanctionner la défense des fois sur un cut ou sur un drive quand il est capable de le faire, et ça s'arrête là, en fait. Et pour moi, ça va vraiment être la saison où il doit trouver son rôle. Oui, c'est le meilleur défenseur du roster, enfin extérieur en tout cas, avec Chet on verra, et il a ce rôle-là, il est indispensable dans ce rôle-là, mais offensivement, il doit trouver son rôle, doit limiter ses responsabilités, peut-être même pour qu'il puisse être efficace et régulier. Là, sur le tir à 3 points, moi c'est bon, au bout d'un moment, il faut qu'il devienne un vrai friendly en fait, c'est plus juste la défense et le 3 points quand ça vient, quoi. Il faut qu'il puisse se planter un petit peu plus régulièrement dedans, et tu vois, je trouve en plus que si tu commences à mettre régulièrement dedans, je pense qu'il peut avoir ce côté où il est capable de faire la lecture correctement, de faire la bonne passe. Je pense qu'il est capable de le faire. On l'a vu 2 3 fois, on l'a vu un petit peu avec le Canada parfois, pas tout le temps aussi. Mais je pense que à terme, il pourra le faire. Mais ça doit se débloquer parce qu'il est efficace au tir en fait. Et en plus, ce qui est frustrant, c'est qu'il en met des fois, tu te demandes comment il les met. Et après, il va te louper un truc assez simple ou il va chercher un truc compliqué alors qu'à simple à faire, tu vois. Donc ça serait frustrant là-dessus. Et après, bah, défensivement, juste avoir le même impact que d'habitude, honnêtement, on va pas en parler 20 ans de sa défense, hein, parce que, bon voilà, c'est élite de chez élite, encore une fois, hein. Oui, bah, je vais marquer continuer à aussi bien défendre, mais c'est ce qui m'inquiète en fait, c'est que de toute façon, il n'y a que l'attaque d'intéressant entre guillemets chez Lou Dort à discuter, c'est que le Thunder, encore une fois, inclut tout le monde dans son système de jeu. Je l'ai déjà dit parfois l'an dernier, mais Lou Dort sera jamais à 6 tirs tentés par match, quoi. Hmm. Il aura toujours son. Et même lui, de sa sélection de tirs, je trouve que parfois elle est pas bonne. Il tente des tirs à 3 points contestés. Enfin voilà, son tir à 3 points, on pourrait même. Son tir à 3 points en soi pourrait être une attente dans le sens où faut qu'il prenne des tirs dans les corners et pas des tirs à 45. Parce qu'il y a une vraie disparité dans l'efficacité de Lou Dort en fonction de cette zone-là. Donc ouais, moi j'ai beaucoup d'appréhension sur le fait que bah, en fait, son utilité en attaque se résume à est-ce que tu vas être capable de faire les bonnes lectures et est-ce que tu vas être capable de mettre dedans. Et les bonnes lectures, on l'a vu, mais très peu. Et l'efficacité à 3 points, Ça dépend. elle est variable, inconstante pour être gentille. Donc, pas mal d'incertitudes sur le dos. Ouais, offensivement, là, c'est sur lequel on a le plus, je pense, dans le 5 majeur et de très loin. Sur le banc, on Mm. verra, mais ouais, je pense qu'on va le suivre là-dessus. Bah, du coup, scénario parfait et scénario catastrophe, c'est assez vite fait. Est-ce qu'il va enfin trouver ce rôle et être régulier, ou alors est-ce que tu y crois pas et on est face au même Lou Dort? Je pense pas qu'il peut dégraisser, mais est-ce qu'on est face au même joueur? Oh, il peut régresser, hein. Oui, c'est On sait régressé, jamais, ouais, je hein. dis dégraisser, mais c'est régressé. Dégraisser, c'est le Ouais. roster du Oui. Thunder. Mais non, il peut régresser. Donc, je pense le scénario parfait pour Lou Dort, c'est même pas il est plus efficace au tir, c'est il est à 37% à 3 points. Même Ouais, 36, je signe. franchement, ouais. Genre, il prend plus de tirs près du cercle, il prend que des 3 points. Il en prend, je sais pas, là il est à combien? 7,5 par match. Il prend le même, au lieu d'être à 33, il est à 36 et demi. Bah, s'il garde la défense défensive, pour moi, c'est déjà très réussi pour Lou Dort et qui limite ses tirs. En fait, les briques à 3 points sont frustrantes, mais hormis certains tirs un peu contestés, c'est des tirs ouverts. Moi, ce qui me frustre le plus chez Lou Dort, c'est son manque d'efficacité près du cercle, Mm. surtout. Donc, ouais, pour moi, scénario, c'est il réduit ses tirs près du cercle qui sont à 48%.
et son pourcentage de réussite à 3 points augmente. Mais il va falloir se lever très tôt pour avoir un Lou Dort à 36%. Ah, je sais pas si j'y crois, mais je Non, tous pense. les ans, tous Non, les je ans. sais pas si j'y crois, mais je pense qu'il en est capable en fait. C'est juste que, ouais, comme tu as dit, il y a de la sélection, il y a peut-être des positionnements, il y a peut-être. Voilà, et je pense qu'il. C'est vrai qu'en sélectionnant un peu mieux, il peut augmenter assez rapidement. Après, en soi, qu'il fasse une brique ou un airball, ça change pas. Si c'est qu'un tir loupé, tu vois, donc si on a là. Enfin, ça change pas grand chose en soi. S'il met 40%, mais qu'il y a des briques et des airballs, on prend tous les jours, hein, on s'en fout. Alors, C'est un mec à 40% mais rarement c'est des vrai, airballs, c'est hein, vrai. Ou alors globalement. il y a un écart ou il y a un truc, mais ouais. Ouais. Je t'avoue que j'attends de voir. Je pense que c'est, comme tu l'as dit, c'est vraiment une saison où là, il y aura plus de. On attend de voir. C'est Lou Dort, il commence d'être un joueur fini. Enfin, je pense, de plus en plus. Là, il est dans un roster où il y a du monde autour de lui, il peut s'exprimer, il doit être dans son rôle, il doit trouver sa place et être efficace dedans, quoi. Tu peux plus attendre indéfiniment. Et j'ai même envie de dire, c'est la première année où Lou Dort a de la concurrence. Oui. C'est-à-dire que les précédentes années, même l'an dernier, il n'y avait pas forcément de concurrence pour remplacer Lou Dort. Là, potentiellement, si Lou Dort n'est pas bon, tu peux te dire, bah, je préfère mettre un Cason Mm. Wallace. Si jamais J-Dub monte des progrès défensivement, tu peux dire, bah, en fait, je peux mettre J-Dub sur le point of Je mets attack. Joe à Est-ce que, côté et tu lui mets un autre. ouais, ou je mets Joe. Est-ce que je perds défensivement en sortant Lou Dort? Bah, en fait, je le gagne x2 en attaque en sortant Lou Dort. Où il peut être, voilà, c'est toujours ce théorème de à quel point tu es valuable en défense pour compenser à quel point tu peux être non valuable en attaque. Donc cette année, Lou Dort, ça va être difficile de se cacher. Et en plus de ça, c'est la première année, selon moi, où il a vraiment de la concurrence et où il y a vraiment des joueurs qui peuvent le remplacer poste pour Ouais, il y a du poste. monde sur le banc. Et on va en parler Ouais. maintenant. T'as cité Cason Wallace, bah, c'est le prochain. C'est le prochain. Moi, je t'avoue que je commençais d'être un peu refroidi sur lui et j'ai bien aimé ses dernières sorties. Il y a un point pour moi que je vais suivre, c'est pas son comportement, mais en fait là, tu vois, sur la pré-saison, j'ai l'impression qu'il veut tout très bien faire et pas faire de bêtises, tu vois. Et qui du coup, des Mm. fois, il prend zéro risque, il fait les passes comme il faut. Enfin, tu vois, c'est le joueur qui veut être le plus propre possible. J'ai un peu ce sentiment là quand je regarde Jrue Holiday, mais qui maintenant est tellement fort qu'il fait d'autres choses, hein. Mais tu vois, qu'il veut être le plus propre possible dans tout ce qu'il fait, tu vois, même dans l'attitude, dans le comportement. Et moi, j'attends de lui que des fois, il prenne un peu plus ses choses en main. Et il l'a fait un peu en deuxième mi-temps contre Détroit où il a enchaîné 2-3 tirs. Et donc, qui du coup, voilà, il se montre un petit peu plus parce qu'il va pas avoir énormément de ballons. Que ce soit avec le 5 ou avec le banc, je pense que ce sera pas l'option numéro un. Donc s'il se cache et qu'il veut pas prendre les tirs qu'on lui donne parce qu'ils sont un tout petit peu contestés ou autre, il n'aura pas un impact énorme et il jouera peut-être pas énormément. J'attends de lui vraiment ouais, bah, c'est quand même un top 10 à la draft. Donc affirme-toi comme tel, montre que tu as du talent, montre que tu as des capacités balle en main, montre ce qui ont fait que de toi un joueur drafté par le Thunder en fait, tu vois. Là, je l'ai trouvé bon défensivement. Bon, il est trop chiant parce que je pense que dès que tu lui tournes le dos, dès qu'il y a un ballon qui traîne, il va le gagner. Il a mis 2-3 tirs, il a montré 2-3 choses, mais je vais vraiment regarder. Est-ce qu'il est agressif pour lui un petit peu? Est-ce qu'il, même pour créer pour les autres, mais est-ce qu'il se montre un petit peu quoi? Bah, c'était ce qu'on avait dit lorsqu'on avait fait son podcast de draft, hein. C'était que c'était difficile en attaque, Mm. Cason Wallace, dans tous les sens du terme, hein. Donc moi, c'est ma première attente, c'est réussir à exister dans le jeu offensif du Thunder. C'est-à-dire que je lui demande pas d'être le principal porteur de balle du banc, je lui demande pas d'être à 38% à 3 points, je lui demande d'exister dans le jeu offensif du Thunder, potentiellement jouer un peu plus softball. En fait, c'est comme Dort à un moindre degré, parce qu'il y a un peu plus de playmaking, mais Cason Wallace, tu sais défensivement ce qu'il va t'apporter. Alors ça va être moins bien que Dort, mais il y a quand même de très bonnes choses. Il y avait de Mm. très bonnes choses à Kentucky. Il y en aura du côté d'OKC défensivement, surtout vu le système et vu le personnel. Mais en attaque, je voudrais vraiment surveiller parce que effectivement, ça reste un top 10 de draft. Ça reste un top 10 de draft qui doit exister dans une équipe qui a quand même beaucoup de joueurs qui sont capables de porter Ouais. la balle, beaucoup de joueurs qui sont capables de créer des différences. Lui a l'air d'être un peu moins bon sur le ball handling. Le playmaking, il peut parfois le faire. Il l'a fait parfois à Kentucky. Le tir extérieur, il y a quelques interrogations. Donc, réussir à trouver sa place dans le jeu offensif du Thunder, je ne sais pas comment ça va être fait. Pour moi, le système le plus simple potentiellement, c'est de l'utiliser comme tu fais avec Aaron Wiggins, avec des cuts, voilà, de temps en temps balle en main. Il a pris un ou deux mi-distance. Là, je pense que Marc Denault, tu n'as pas dû kiffer du tout. Il était bon Les en plus, longues il les a tours. mis. Oui, il a mis dedans, mais je pense que Marc Denault, tu n'as pas dû kiffer les longues tours de Keeson Wallace qui ressemblait vraiment à la NBA de 2004.
Mais non, essayer de trouver son rôle dans le jeu offensif pour un rookie dans un roster où là aussi il y a de la compétition sur les postes, je trouve que ce sera déjà une bonne chose. Et je pense pas que ce sera. Je pense que s'il parvient à trouver son rôle, je pense pas qu'il le trouvera balle en main. Je pense qu'il le trouvera via du jeu off-ball Ouais. et potentiellement via de la réussite en catch and shoot à Ah 3 bah points. oui, ça c'est notre point à suivre, hein, c'est son adresse extérieure, hein. On sait qu'à la draft, moi j'y croyais plutôt, toi t'y croyais un petit peu moins. Voilà, il y avait vraiment Mm. différents avis sur son tir qui étaient corrects sans plus à la draft. Donc à voir comment il évolue là. Là sur la pré-saison et la Summer League, on a tout eu. Du dedans, pas dedans, enfin on a eu, voilà. Donc ça va vraiment être un facteur important pour lui parce qu'effectivement, en la main tu vois qu'il est un peu capable mais qu'il pourra pas être un dépositaire du jeu, c'est impossible. Euh, Tu vois qu'il peut être utilisé sur des cuts, finir près du cercle, tu vois qu'il est un petit peu capable mais pas non plus complètement. Enfin tu vois, il est... En fait il a pas d'énormes défauts mais tu sens qu'il a pas encore sa capacité élite ou qu'il a pas encore trouvé le truc qui va le faire rester en NBA offensivement pour moi. Alors que Mm. défensivement tu sais pourquoi il est sur le terrain, hein. Il est vraiment bon, j'ai trouvé vraiment intéressant. Là sur le Summer League il gagne déjà plein de ballons etc. Donc là-dessus j'ai aucun doute, c'est vraiment offensivement, faut qu'il trouve son rôle. Euh, donc ouais, c'est vraiment sur ça qu'on va le regarder. On n'a pas des attentes précises parce qu'on l'a pas encore vraiment vu évoluer, mais on va vraiment attendre de voir ce qu'il peut produire et comment on l'utilise. Euh, Ah, pour moi, j'ai une attente supplémentaire. Bah, Vas-y. déjà, ça, en fait, tous les trucs un peu plus réticents, c'est des trucs que j'avais, sans vouloir me jeter de laurier, mais c'est des trucs que j'avais déjà soulevés au Ah moment de bah, son processus de draft, ah hein, bah où ça, j'étais un peu inquiet. on n'est pas surpris en fait du joueur qu'on a en face de nous, je pense, hein, en soi, hein. Ah ouais, oui, mais du coup, je sais pas, je trouve, j'ai l'impression, je peux me tromper, mais que tu as l'air un peu plus tiède à partir du moment où il est En vraiment fait, sur c'est le quand je parquet. vois aussi la progression d'autres ou un Misic par exemple qui est arrivé ou des choses comme ça. Tu vois, t'enlèves Misic du roster, je suis plus serein pour lui. Là, je suis un peu moins. Bah, en tous les cas, c'est des problématiques. Et du coup, ça rejoint une autre problématique qu'il y avait à Kentucky. Pour moi, c'est réussir à aller près du cercle Hmm. avec ou sans la balle. C'est-à-dire que le Thunder est quand même. J'ai parlé de semi-distance, justement. Thunder est une équipe qui drive énormément. Et pour moi, si Cason Wallace veut exister dans le jeu offensif du Thunder, il faut qu'il arrive à trouver des tirs près du cercle. Donc, via des cuts, probablement. Balle en main, ça va être très compliqué. Ou alors, contre des secondes units. Et je suis vraiment pas sûr, même face à des secondes units. Mais du coup. Ouais, avoir le rôle que peut avoir beaucoup d'ailiers du Thunder, enfin que peuvent avoir, non, que peut avoir beaucoup d'ailiers du Thunder, à savoir, je suis dans un corner et potentiellement, s'il y a un drive, je peux venir sanctionner près du cercle. Donc c'est plus son utilisation pour moi, ouais, son rôle parvient et reste dans sa capacité à aller près du panier. Ok. Ouais, non, mais tu vois, tu vois ça, pour moi, ça me paraissait difficile. Et il y a deux actions contre Détroit où à un moment il dunk, à un moment il finit en l'air et tout. J'ai dit, bon, ok, je pensais peut-être pas qu'on serait capable de faire ça maintenant. Et il y a une action d'après où il drive, il prend un contre, où il essaie de faire un petit flotteur, tu vois. Je dis, bon, il y a encore du taf. Enfin, tu vois, il y a un peu de Mm. tout en fait. Et c'est pour ça que j'attends un peu de voir. Et après, c'est effectivement, c'est dans son rôle avec l'arrivée d'un Misic, avec d'autres joueurs, ou comment là on est en train d'évoluer. Au début, je le sentais bien. Là, j'attends de voir combien de minutes lui sont données. Tu vois, j'attends de voir. Je pense qu'il jouera, c'est pas ça le problème. Mais j'attends de voir combien de minutes lui sont données et quel usage il aura. Parce que je pense qu'il sera assez faible son usage, honnêtement, vu Mm. les joueurs qu'il y a à côté. Bon, du coup, les deux scénarios, c'est assez simple. Est-ce que pour toi, on va arriver déjà à avoir un bon role-player en sortie de banc, un peu fluendy avec un peu plus de ce qui se balle en main et qui, du coup, peut-être des fois finit les matchs, comme tu viens de dire, avec un Lou Dort, peut-être qui sera en difficulté ou d'autres joueurs. Ou alors, est-ce qu'on est plus dans la catastrophe où ben, l'adresse n'est pas là, offensivement, on est vraiment face à un joueur pas capable, et bon, défensivement, on va pas dire qu'il sera négatif, c'est impossible, mais voilà, qui a vraiment qu'un aspect défensif qui est bon chez lui. Je pense que le scénario catastrophe, c'est il nous fait une Ousmane Dieng, c'est ou une Ah, Théo Malédon, il prend pas les tirs. tu penses, ouais. C'est vraiment le Mhm. scénario qui me fait peur, c'est que ça devient un non-facteur en attaque. Ok. Plus que ça, plus que c'est encore un joueur, voilà, c'est un rookie, donc va y avoir plein de défauts, plein de rookie mistakes, mais je serais encore une fois, je serais plus rassuré s'il prenait les tirs plutôt que s'il ne les prenait pas. Et ça rejoint ton point initial qui était qu'il voulait tout bien faire. Pour moi, si c'est un non-facteur en attaque, tu es dans le scénario catastrophe, Ouais, effectivement. non, mais je suis d'accord avec toi. Je pense que... Je pense qu'on sera dans l'entre... je joue ton rôle, je pense qu'on sera dans Vas-y, l'entre-deux. vas-y. Je pense que ce sera pas un non-facteur d'attaque, mais je pense que ça, en année 1, il va avoir un petit peu de mal à vraiment s'exprimer offensivement. Par contre, il sera tellement bon défensivement qu'il aura quand même du temps de jeu, je pense. Ouais, bah, après, dans l'entre-deux, mais plus Plus proche du du bas. scénario catastrophe que du scénario Tu le parfait. vois jouer Angélique des fois tu le vois. Possible. Ouais. Possible, mais de ce que j'ai vu, je me demande si c'est pas le premier guard qui sort du banc en fait, de par les rotations de Marc C'est Dejoux. possible, parce qu'il était dans le 5 quand Shea n'était pas là au début. Savoir si Misic, tu vas voir. Ouais, non, vraiment, ça se tient.
Ça se tient. Ok. Même au niveau des rotations, Oh, enfin c'était souvent le guard qui sortait en premier ouais, du banc, là où Micic était un peu plus un aléatoire, hein. peu plus loin, ouais. Non, je suis d'accord. Parlons d'un autre plutôt guard aussi, Isaiah Joe. Bon, quelles sont tes attentes un petit peu pour lui au-delà de l'adresse ultime à 3 points? Non, bah, j'ai pas mis l'adresse à 3 points, j'ai mis plus d'imprévisibilité dans le jeu. Encore une fois, pré-saison, voilà. Mais j'ai quand même bien aimé ce qu'il a montré. Je l'ai trouvé. Bon, alors effectivement, il prend beaucoup de tirs à 3 points, mais j'ai trouvé que sa zone de tir à 3 points, sa shot chart de tir à 3 points était quand même mieux répartie que l'an dernier, où c'était vraiment que des tirs à 45 degrés. Là, il y avait quelques tirs dans le corner, il y avait des situations où il était beaucoup plus en mouvement au moment de réceptionner la balle que vraiment posté à 45 degrés avec Shea qui drive et qui ressort sur lui. Il y a des situations que j'ai trouvées intéressantes où il allait, au lieu de tirer à 3 points, il faisait une feinte de tir à 3 points pour aller se projeter près du panier, avoir 2 points faciles sur un cut. Il y a une situation où il s'est retrouvé balle en main, même si j'ai beaucoup de réserves sur sa capacité à être vraiment un bon joueur balle en main face à des vrais joueurs NBA, où il se retrouve sur un pivot de Détroit, il va le driver, il va finir près du cercle. Je trouve que Isaiah Joe, s'il veut être encore meilleur, et s'il veut avoir un temps de jeu encore plus important, il faut sortir de ce prisme de je suis un joueur à 45 degrés et je prends mes 3 points. Je pense qu'il faut qu'il soit plus imprévisible dans ce jeu-là parce que les défenses sur la seconde partie de saison l'an dernier ont appris à scouter Isaiah Joe, donc c'était plus difficile pour lui. Et justement, s'il parvient à être un peu plus imprévisible, je pense qu'il va être capable de bonifier son rôle et d'être encore meilleur que ce qu'il a pu être l'an dernier, même s'il y avait une chute de l'adresse qui pouvait venir. Ouais, bah, je pense déjà, bon, le premier truc, c'est qu'il confirme l'adresse qu'il avait, hein, qu'il n'est pas une chute d'adresse parce que l'intérêt de l'avoir sur le terrain baisserait. Après, je suis d'accord avec toi qu'il pourrait un peu ajouter des choses à son jeu. Et j'ai trouvé intéressant sur la pré-saison, même toi et moi, on n'est pas fan du tout balle en main, mais tu vois, sur des finitions en drive Mm. ou juste d'aller tout droit et d'aller au drive, il était mieux qu'avant. Après, il faut arrêter de lui demander de créer, ça c'est pas possible. Je pense que ce sera pas. Et après, moi, le gros point à suivre, c'est bah, effectivement, est-ce qu'on ajoute d'autres choses? On en a parlé en off, je t'ai dit, bah, Bertens, il utilisait dès qu'il rentre, on lui fait des cascades d'écran, il a des trucs de ouf pour qu'il puisse tirer. Est-ce que Joe, on peut lui faire ça aussi? Est-ce qu'on va le faire? Est-ce qu'il aura d'utilisation différente, comme tu as dit? On le sait, des fois, il l'utilisait en tant que poseur d'écran pour Shea, ça on le fait souvent. Là, j'ai déjà vu du Spain pick and roll avec Shea et Chet, où en fait, il va poser un écran sur Chet qui descend au cercle et lui ressort. Ça, c'est des actions que j'aime bien et j'ai envie qu'on le fasse de plus en plus. Donc j'ai vraiment envie, voilà, un petit peu comme toi, qu'on l'utilise peut-être pas de manière plus imprévisible, mais de manière différente. Pas uniquement sur un spot-up ou sur un 3 points en transition à 45 degrés, qu'on a vu, je pense, 75 000 fois l'année dernière et qu'on reverra, c'est sûr. Ouais. Mais sur d'autres choses aussi, ça peut être intéressant, effectivement. Et bien sûr, après, défensivement, qui continue de montrer les progrès collectif qu'il avait fait, parce qu'il sera toujours limité physiquement lui-même, mais par contre si collectivement il est capable de faire les bonnes rotations hautes, d'aller chercher un ou deux passages en force, déjà ça diminue sa négativité défensive. Oui, bah, c'était le deuxième point que j'avais marqué. J'avais mis garder la même intensité en défense parce que j'allais pas Ouais, rester aussi bon défensivement parce qu'effectivement, il y a des limitations au niveau du physique. J'aime beaucoup ce qu'il avait mis dans l'intensité. Il était toujours dans le bon tempo. Il n'était jamais laxiste ou passif ou flemmard défensivement. C'était aussi ce qui, au-delà de son adresse exceptionnelle l'an dernier, c'était aussi ce qui lui avait permis de rester sur le terrain au fur et à mesure que la saison progressait. C'est-à-dire qu'on a débuté la saison avec le match contre les Mavs où c'était des possessions de handball, quoi. C'était défensivement, dès qu'il y avait de la défense, tu le faisais sortir. En attaque, tu le remettais sur le mhm. parquet. Donc, ou de la NFL plutôt que du handball d'ailleurs. Mais et au fur et à mesure de la saison, bah, il finissait de plus en plus de matchs aussi parce que le Thunder était moins bon en attaque et que tu avais besoin de lui, mais parce que défensivement, il était moins ciblé, moins facilement ciblable que ce qu'il avait pu être en début de saison. Donc, ouais, garder cette même intensité, toujours être dans le bon tempo. Et après, voilà, on sait que Isaiah Joe, ça va quand même beaucoup dépendre de son adresse. On va voir si il va être capable de garder une adresse à 40%. Je pense que Isaiah Joe, s'il commence à devenir un shooter à aller en dessous de 39, ça devient difficile de le garder sur le parquet parce qu'il y a Mhm. beaucoup de défauts qui ressortent et qui peuvent être difficilement compensés par son adresse à 3 points. Ça, c'est un point que je mentionnerai quand on parlera un autre joueur d'ici la fin de ce live. Mais ouais, rester au moins dans les 40% parce qu'en dessous, ça va être difficile de vraiment avoir un joueur positif. C'est le théorème Troll-Daniels, quoi, ou le théorème Sescuri, des joueurs de petite taille défensivement qui font peu de playmaking et qui vivent de par leur adresse À exceptionnelle. 40%, c'est quand même. Faut y aller quand même, hein.
pour y aller quand même. Il y en a quelques-uns des shooters. Mais si Isaiah Joe est un shooter d'élite, Oui. Isaiah Joe, il a été drafté pour sa capacité au tir, il doit être dans ce range-là, quoi. Ouais. Du coup, les deux scénarios un petit peu pour lui. Bon, le meilleur scénario, ben, toujours aussi adroit, meilleur dans les choix, des progrès au dive, des progrès un petit peu dans l'imprévisibilité, comme tu as dit. Donc, je pense qu'on peut pas en attendre énormément plus. Et le catastrophe, c'est l'adresse en baisse, pas de progrès en défense, et du coup, lui, il peut potentiellement aussi perdre sa place dans la rotation. Qu'est-ce qui, pour toi, va arriver? Enfin, juste le scénario catastrophe, c'est il perd son adresse, Oui. quoi. Le Et scénario du coup, parfait, tout il va fait la mal. même chose que l'an dernier. Scénario catastrophe, Ouais. il perd l'adresse, quoi. C'est le seul point, tu vois, même pas défensivement, c'est juste il perd l'adresse. Non, je pense qu'il sera un peu moins fort quand même, parce que l'an dernier, il était à 42%, il avait bombardé, sans même qu'à un moment, il doit être à 43 ou 44. Enfin, voilà, volume très élevé. Peut-être que les espaces seront encore plus grands que cette année que ce qu'il avait pu avoir l'an dernier. Je pense que ça restera quand même un joueur positif pour Ouais. le Thunder. Il jouera peut-être un peu plus contre des bancs NBA. Il jouera avec des joueurs qui sont plus capables de le créer, enfin de créer, qui seront peut-être plus capables de le servir. Potentiellement avoir deux, trois situations où c'est un joueur qui joue près du panier au lieu d'être à 3 points. Je pense que s'il arrive effectivement à varier son jeu offensif, ça peut être un bon joueur, mais j'ai vraiment du mal à voir une chute drastique d'Isaiah Joe où il sort de la rotation. Je pense Ouais. qu'il sera peut-être un peu moins valuable parce que l'an dernier il était extrêmement valuable pour le Thunder. Il était même vital sur la saison du Thunder, mais j'ai du mal à le voir sortir de la Ou alors rotation. uniquement il joue moins, ou des fois il joue pas parce qu'il met pas dedans et il revient. Enfin voilà, un peu plus de vagues dans la rotation que l'année dernière, il avait gagné son temps de jeu régulier, quoi. Non, je pense que je vois mal être Mm. vraiment maladroit, ça c'est sûr. Après ça peut baisser ou monter un petit peu, mais ouais, après je lui mets pas une progression non plus exceptionnelle, mais par contre je pense qu'il sera encore dans la rotation et qu'il sera encore très important dans le roster, ouais, je suis assez d'accord. Passons à Mm. l'énigme peut-être de la saison, peut-être encore plus que Chet, c'est Micic, qu'on a enfin pu voir un petit peu à l'œuvre. Euh, je t'avoue que mes attentes... Ah, il y a à boire et à Ouais, il y manger, a hein. beaucoup de choses. Je t'avoue que mes attentes ont augmenté et que je l'ai dit dans mon texte la dernière fois, je le mets dans le rookie team. Euh, on l'a vu énormément jouer de pick and roll de manière élite, mais il avait tout le temps la balle, là, concrètement, après, là, sur la pré-saison, sortie de banque avec pas les stars, il avait tout le temps la balle. Moi, ce que j'attends de lui, vraiment qu'il puisse apporter ce boost de création et balle en main quand l'équipe a besoin en sortie de banc. Je pense que ça, il est capable de le faire, donc qu'il puisse compléter un petit peu les autres joueurs. Et par contre, un point où moi je vais regarder, au-delà de son tir, je pense que tu vas en parler, notamment de son pull-up, etc. Mais c'est défensivement où j'attends de voir, il est certes très intelligent, mais j'attends de voir si physiquement il est capable de répondre à des guards qui vont jouer un petit peu leur vie en sortie de banc, hein. Les guards en sortie de banc, souvent ils sont là pour scorer, ils sont là pour essayer d'attirer un peu de lumière à eux et d'apporter un boost offensif, et de voir s'il est capable de répondre à cet enjeu-là, des joueurs qui vont vite, des joueurs qui sont plus physiques que lui, et voir s'il est capable de défendre, et pas uniquement se cacher derrière des aides, etc., quoi. Oui, bah après, moi, c'était pas un truc, oui, effectivement, l'aspect défensif, j'avais pensé. C'était pas une de mes attentes, c'est plus, pour moi, c'est l'utilisation du pick and roll. Hmm. Parce que je le dis, je vais peut-être me faire taper sur les doigts. Micic est le joueur du Thunder avec le QI basket le plus élevé, même devant Josh Giddey. C'est-à-dire que vous voyez Micic balle en main, ça pue le basket. Ah ouais, Ses lectures, ouais. ça pue le Sur basket. QI, je sais pas, mais sur pick and roll, c'est le meilleur joueur du Thunder, c'est sûr et certain. Ah non, mais même en création, je maintiens que c'est le joueur avec le QI basket. Genre, Micic, euh, si on me demande de décrire le jeu européen, même si je Ouais, regarde pas beaucoup de jeux européens, oui, c'est je vois ce que Micic. tu veux dire. Il joue pas comme un Hmm. joueur NBA, il joue comme un Européen. Et dans le QI basket, le passing de Micic est excellent. Je le trouve très très bon. Après, voilà, le Thunder a pas utilisé 150 fois du pick and roll non plus l'an dernier. Micic, quasi toutes ses possessions débutent par un pick and roll. Et c'est pour ça que je suis positif, enfin, que j'étais plutôt optimiste sur l'arrivée de Micic sur NBA comparé à d'autres Européens, c'est que lui, son arme majeure, c'est le pick and roll, et qu'en NBA, il y a une action sur deux quasiment qui débute par un pick and roll. Donc, j'ai du mal à le voir négatif en attaque de par son passing et de sa capacité à être très bon sur pick and roll. Après, le tir, pour moi, ça va mettre un temps avant d'arriver, mais il va venir, je pense. J'ai vraiment du mal à voir Micic ne pas être capable de tirer à 3 points, même s'il faudra un petit peu de temps d'ajustement. Je trouve que il a vraiment ce côté artilleur. C'était vraiment feu vert quoi, sur la Ouais. pré-saison. Il faut peut-être le cadrer un peu quand même. Il y a un moment où il a joué avec Shea.
Je sais même Je suis pas. même pas J'ai pas sûr. l'impression. À voir. Mais Je suis même pas après, moi, sûr. pour son tir, au-delà de ces pull-ups qu'il a pas mis ou autre, j'ai vraiment bien aimé. Moi, l'espèce de flotteur, mais qui ressemble plus à des tirs normaux. Enfin, c'est pas un lay-up, Hmm. quoi. C'est vraiment un lay-in. Enfin, ça, j'ai bien aimé où il est en contrôle, il pousse, tac, il décale les appuis. Enfin, voilà, c'est du jeu à l'européenne, des skills, quoi. C'est vraiment des Hmm. skills purs où il est pas athlétique, rien, mais par contre, il sait te mettre hors de ses appuis, il sait se créer son tir, et voilà, quoi. Il y a une situation où il est au panier, il est à peu près au niveau de la ligne des lancers francs, il met un flotteur et il met son corps en arrière parce qu'il sait qu'il y a le défenseur qui va Mm. venir faire la recovery et du coup ça fait N1. Ça, bah voilà, ça pue le basket, encore une fois. Donc oui, au niveau de son... Je pense que même s'il met pas dedans, il sera jamais à 28%, hein, faut pas déconner. Ça reste quand même Micic. Mais s'il est à 34, ce qui est déjà en dessous de la moyenne NBA, de par son passing game, il sera positif dans le jeu du Thunder. Ensuite, la problématique, c'est quid lorsqu'il jouera avec les titulaires. Est-ce qu'il jouera avec les titulaires souvent? S'il joue avec les titulaires, quel titulaire? Parce que moi, je trouve que Micic, Chet, du peu qu'on a vu, c'était quand même très intéressant. Il y avait deux, trois choses qui étaient Mm. vraiment pas mal. Donc voilà, c'est ma deuxième attente, c'est la capacité à être un relayeur de tes leaders balle en main. C'est-à-dire que on a parlé de Kesson Wallace, on a parlé du fait que potentiellement J-Dub, Josh Giddey pouvait être... qui sera ton autre ball handler sur le banc? Moi, je pense que c'est à Micic que doit revenir ce rôle et c'est vraiment à lui de stabiliser un petit peu la seconde unité, chose que tu n'avais pas l'an dernier, puisque tu avais beaucoup d'Azaya Joe qui était balle en main, tu avais du Aaron Wiggins. C'est un nouveau plus et une nouvelle arrivée, un nouveau point que tu peux utiliser dans l'effectif du Thunder et que tu n'avais pas l'an dernier. J'ai des attentes sur Micic d'être ce joueur qui vient cristalliser, qui vient un peu chorégraphier. Le terme est pas bon, mais qui est un peu l'organisateur de cette seconde unité. Ah, puis tu vois, même Shea est pas là où il est pris à deux et tout, lui tu lui donnes la balle, t'es serein, quoi. Enfin, Hmm. c'est très bien aussi. J'ai bien aimé aussi comment il a fait de Sarr un très bon joueur NBA là, sur ses passages avec lui, concrètement sur pick and roll. Mais tu vois, c'est intéressant parce que Sarr, il a une verticalité, il a une intensité qu'a pas un Jalen Williams par exemple offensivement. Et du coup, c'est ça, ça lui permet de le servir en l'air, en bas, après un sprint au cercle et tout. Et ça, c'était intéressant. Et à voir comment Jalen s'adapte avec lui en sortie de banc en tant que pivot ou si c'est d'autres joueurs. Mais ouais, tu l'as dit, avec Chet aussi, ça a plutôt bien marché. C'est vrai que pour moi, la grande question, c'est comment lui, là, en sortie de banc, on lui donnait tous les ballons, donc ça allait très bien. Comment ça va faire quand il y aura tous les titulaires à côté? Est-ce qu'il va s'effacer un petit peu? Est-ce que du coup, c'est lui qui créera pour les autres? Est-ce que voilà, moi, c'est vraiment le point qu'on va suivre un petit peu, c'est ça, hein, comment on l'utilise, parce que sur son niveau de jeu, je pense que je suis comme toi, j'ai pas trop de doutes sur sa capacité à créer et autres. Sur son tir, on va voir combien de temps ça met à venir, mais voilà, j'ai pas trop de doutes. Mais c'est vraiment sur comment il va s'accorder avec Shea, avec Giddey. Avec Giddey, j'ai un peu de mal. Avec J-Dub, voilà, comment il va s'accorder avec ces joueurs-là. Du coup, scénario parfait ou pas, mais on va pas l'énoncer, mais est-ce que tu y crois vraiment à l'arrivée de Micic à OKC? Est-ce qu'il va vraiment apporter un plus? Le scénario parfait, c'est l'un des meilleurs meneurs backup de Oui, la ligue. Et scénario catastrophe, c'est le tir clique pas et défensivement, il est non, trop c'est ça. pesant pour pouvoir Mauvaise jouer. adaptation générale Où quoi, ça du fit. joueur. Ouais. Voilà, où ça fit pas forcément avec le groupe et du coup il est un peu mis à l'écart, etc. Je trouve qu'il défend encore comme un Européen. C'est-à-dire que tu vois Micic défendre, tu te dis, en fait, il n'y a pas de pivot derrière toi, entre toi et le panier, hein. C'est pas comme en Europe, donc parfois il faut faire un peu plus d'efforts. Mais non, pour moi, on sera dans un scénario où je suis peut-être trop optimiste, mais pour moi, il y a trop de basket. Enfin, rien que le passing et le tir, pour moi, ce sera largement suffisant pour en faire un joueur positif pour le Thunder. Et il n'y a pas d'alternative en plus Hmm. à Oui. Micic, c'est-à-dire que le profil de Micic est singulier dans l'effectif du Thunder. Et si jamais ça marche pas, tu peux pas le remplacer. Donc non, pour moi, on va peut-être me dire, pour une fois, je suis peut-être trop optimiste, mais j'ai vraiment du mal à voir un monde où Micic n'a pas minimum 16-17 minutes de jeu tous les Hmm. soirs. Bon, je pense qu'on est optimiste. On sera optimiste sur lui. Si ça change, d'habitude on est connu pour être pessimiste sur des gars. Là, on va être assez optimiste sur lui. Mm. Je suis assez d'accord avec toi globalement. Enchaînons, parlons de Kenrich Williams qui est enfin de retour sur les parquets. Ça fait plaisir. Et non, Et non, pas longtemps. et non. Non, mais on va dire qu'il restera pas longtemps en dehors des parquets. On n'a pas de date même précise, mais il manquera peut-être un C'est petit mon peu le début. premier point, Oui, mais moi aussi, c'est qu'il justement. soit sur le Rester en terrain. bonne Ouais, santé. être là, moi j'ai mis être là quand ça compte, notamment, parce que l'année dernière, il a loupé les playoffs. Et après, au-delà de cet aspect santé, c'est est-ce que cette chose qu'on a entrevue l'année dernière de l'utiliser au poste 5, ça peut être une vraie option?
Tu vois, moi c'est ça que je vais regarder. Parce que je pense que le joueur, on sait ce qu'il va produire. Donc c'est vraiment, est-ce que ce point-là, ça marche vraiment? Ouais, bah, effectivement. Bah, moi, non, j'ai même pas mis en déconnant. J'ai dit être capable de rester Ouais, sur le parquet. Parce que il faut quand même. L'an dernier, il joue 53 matchs. Il y a 2 ans, il joue 49 matchs. Alors, l'année où on est le plus nul, c'est l'année où il en joue 66 sur 72. Ça nous fait une belle jambe. impeccable. Euh, Impeccable. C'est vraiment le bon timing. Non, mais il faut que Kenrich il reste en bonne santé. Parce que là, il a des problèmes au dos. Alors, ça, il y a pas un vieux dans l'effectif, il faut qu'il y en ait un qui ait quand même des problèmes de dos, quoi. C'est incroyable. Mais on va voir quand il revient. C'est no timetable. Alors moi, généralement, quand je vois un gars, c'est marqué no timetable to return, je suis rarement confiant. Moi, dans ce comment c'était annoncé, Surtout. c'était vraiment en mode c'est au jour le jour. J'avais plus pris ça comme ça. Non? Bah, je sais pas. Moi, je Ou à un relisais moment, l'annonce. Marc Denault t'a dit à un moment, Ouais, Marc Denault t'a dit c'était day to ouais. day, mais il n'y a pas de timetable parce qu'il faut voir comment il répond. Enfin bref, c'est assez flou globalement. Donc, mais ça ne change pas que ma première attente, c'est faut qu'il reste sur le parquet. Et effectivement, pourquoi il doit rester sur le parquet? Parce qu'il t'amène des variétés dans les schémas défensifs et dans les line-up défensifs que tu ne peux pas remplacer s'il est absent. Donc, il va devoir être meilleur, il va devoir être présent sur le parquet, il va devoir être meilleur dans ce domaine-là. Et je trouve que il peut en fait, effectivement, est-ce que poste 5 Kenrich, c'est un truc viable, hormis quand tu joues Kristaps Porzingis, globalement. Non mais enfin, on a vu globalement OKC J-Dub sur Victor sur certaines possessions. Quand tu as un très très grand, OKC aime bien mettre un plus petit qui peut être capable de Ouais. chipper la balle et être capable d'être un peu plus collant sur le défenseur. Kenrich, il est capable de faire ça. Mais est-ce que face à des 5 uber athlétiques, genre, je sais pas, des Baobab, tu prends, je sais pas, si OKC joue Derek Lively par exemple et les Mavs, est-ce que tu vas tenter Kenrich au poste 5? Je- C'est ça que j'attends de voir. Ouais, mais oui, oui, voilà, globalement, est-ce que tu peux le faire tout le temps, ça, hein? Parce que Mm. le poste de backup pivot n'est pas forcément fixe. Et on va reparler d'un autre joueur après qui pourrait avoir ce rôle-là. Mais ouais, moi j'attends de voir s'il est capable de faire ça. Tu vois, je suis allé checker sur Twitter en même temps les dernières news il y a 23 heures. Qu'il a bon, back spasm et qu'il Mm. s'entraîne pas sur le week-end et qui sera réévalué sans, comme tu l'as dit, sans timetable déterminé. Donc ouais, Voilà. c'est vraiment de Donc, l'incertitude. On verra. c'est On reste dans flou. le flou. On reste dans le flou. Non, mais à voir voilà, si Kenrich peut apporter ça. Après, sur le scénario catastrophe, c'est simple, c'est qu'il n'est pas sur le terrain. Et le scénario parfait, Mm. c'est qu'il est sur le terrain en fait, parce qu'on sait ce qu'il va apporter. Et même s'il peut pas jouer backup pivot comme on l'a dit, il jouera et il sera très bon. On n'a pas trop de doute là-dessus, hein. Sauf si ses blessures Bah, à c'était. répétition font perdre son jeu, c'est peut-être ça. Ouais, bah après, ça c'était ma deuxième attente, c'était garder la même efficacité à 3 points que l'an Ouais. dernier. Parce qu'il était à 37% quand même l'an dernier à 3 points. En plus, ça avait baissé. Il y a un moment, il était quasiment à 40 hein, Mm. en efficacité. Il y a 2 ans, il était à 34. Encore une fois, pour les joueurs de banc, surtout les joueurs de banc du Thunder, être à 34% à 3 points ou être à 39, enfin même pas les joueurs de banc du Thunder, n'importe quel joueur, n'importe quel role player NBA, être à 39% à 3 points ou être à 34%, ça change considérablement ton temps de jeu. Donc Kenrich, c'est la première année de son extension aussi, son extension de 4 ans, donc ici mise sur lui ou parie sur lui pour le futur, en tout cas pour l'instant. Donc à lui aussi de montrer que le Thunder a bien fait de parier sur lui, déjà d'une part en restant sur le parquet, et secondement, en étant le Kenrich qu'on connaît, à savoir connecteur, bon défenseur, Ouais. et capable de sanctionner sur quelques tirs. Ouais. Bon, pas plus sur lui. Et moi, sur le joueur d'après, c'est bizarrement, je suis un peu plus chaud. Je sais pas pourquoi. Cet été, je me suis dit, ouais, j'aime bien, je sais pas. C'est Ousmane Dieng. Tu vois, j'ai beaucoup plus d'attentes qu'il y a 3 mois. Pourquoi, je ne sais pas. Mais je me dis qu'il a clairement un rôle à C'est pas ce jouer. qu'on a vu sur le parquet en tout Oui, cas. oui, bah, ça dépend des matchs, hein. Et moi, il y a des matchs, j'étais plutôt. Ça va, hein. Le dernier, pas bon, mais le reste, j'étais plutôt. En fait, je me dis, il a vraiment un rôle à jouer dans une place à prendre. Voilà, je sais pas, une place à prendre dans le roster. On en a parlé un petit peu la semaine dernière. Je me dis, bon, voilà, il peut sur le front de courte être là en sortie de banc. Pour mes attentes, c'est vraiment que je vois que le joueur a progressé, qu'il devienne beaucoup plus NBA ready, en fait, concrètement, hein. Parce que physiquement, en termes de taille, même d'épaisseur, je le trouve plutôt correct, mais qu'il soit fait à l'intensité, qu'il soit fait aux défenses, qu'il soit plus près des deux côtés du terrain, en fait, ce joueur-là, et du coup, qu'il soit plus adroit, enfin, voilà, globalement, qu'il soit beaucoup plus NBA ready. Et parce que, en fait, pour moi, il y a un monde où, et on l'a fait un petit peu sur la pré-saison, il y a des matchs où c'est lui ton backup pivot. Et on l'a fait un petit peu, et j'ai hâte de voir si on le fait vraiment, ça. Parce que soit ça peut très bien marcher s'il est bon et qu'il arrive à compenser physiquement, soit c'est un calvaire, honnêtement.
Donc j'attends de voir si on le tente vraiment au cours de la saison, notamment là avec les blessures de Kenrich et de Jalen Williams. Donc vraiment c'est le point à suivre pour moi, c'est est-ce qu'on l'utilise vraiment en backup pivot ou est-ce qu'il sera en sortie de banc un peu 4, un peu 5 ou très peu 5 et on l'utilise encore balle en main ou voilà. Ça c'est pour moi le point à suivre pour lui. Et j'avoue aux gens que je suis un peu moins bas sur lui qu'il y a je sais pas combien de mois, mais qu'auparavant. On était pour le coup réputé d'être très bas sur lui, comme beaucoup de fans d'OKC d'ailleurs. Ah, moi, ça n'a pas bougé, mais alors pas d'un poil, mais alors même pas, pas d'un poil de barbe, de rien du tout. Ça n'a pas bougé. Mes deux attentes, saisir les opportunités, devenir un joueur NBA. C'est toujours pas un joueur NBA. Non, mais J'ai je pas dit suis qu'il désolé, l'était, je ça pense n'est. qu'il peut l'être assez rapidement. Ah ouais, non, mais je le dis pour les gens qui nous écoutent, ce n'est toujours pas un joueur NBA. C'est-à-dire que sa pré-saison, alors moi, je l'ai tweeté dans une conversation privée, j'ai dit. Ousmane Dieng ne doit pas être plus que ton 12e homme cette année, de par ce qu'il montre pour l'instant. C'est-à-dire que il y a trop d'irrégularités, il y a trop de moments où il prend pas les tirs, où il explose au contact physique. C'est-à-dire que c'est un joueur quand même qui reste jeune, mais qui a une longueur de bras, qui a une certaine taille. Et pourtant, j'ai l'impression que jamais sa longueur de bras et jamais sa grande taille n'est mis en avant, que ce soit en attaque ou en défense. C'est ça qui me pose De toute problème, façon, son go-to move, premièrement. c'est il dribble main droite, il met l'épaule, il recule, il prend un petit tir, ce qui passe des fois, pas tout le temps, mais voilà. Après, c'est vrai qu'il a pas énormément de moves ou de choses qui. Ouais. Voilà, donc je trouve que c'est assez difficile. Alors, ouais, peut-être que. Et j'ai peur qu'on lui. Enfin, j'ai peur. Je pressens qu'on va lui donner beaucoup de minutes. Alors, encore une fois, on se base sur ce qu'on avait vu en pré-saison, mais des échos qu'on a pu avoir du training camp, c'était à lui de saisir les opportunités. C'est exactement ce que j'ai marqué comme attente. Mais il jouera peut-être pas tout le temps, il jouera peut-être beaucoup au début, et si jamais ça coince, il sortira de la rotation. Mais effectivement, il y a un scénario où il joue backup 5, et il y a un scénario où en fait c'est Kenrich, Jeline, point barre. Et Mm. même là, avec les absences de Kenrich et Jeline, je suis même pas sûr que le backup 5 ce sera Dieng. Je pense que ce sera ça, Ouais, je par pense qu'il y exemple. aura du SAR ouais, sur le début de saison, c'est presque sûr. Oui. Mais non, en vrai, Donc voilà, pas grand-chose à ajouter. c'est une énigme encore, ouais. Tu vois, là, j'y crois un peu plus et tout. Pas qu'il m'a archi convaincu sur la pré-saison haute, mais j'y crois un peu plus. J'ai l'impression de voir qu'il a quand même un petit peu évolué. Après, à voir si c'est une vraie évolution, s'il a vraiment pris du galon. Mais voilà, de ce qu'il a de ressortir, c'est quand même un joueur qui aura sa chance. Donc il y a forcément des raisons à ça. Après, on nous dit défensivement ça va. J'attends de voir sur quel poste. Sur les guards, c'est très dur si ça switch, je pense. Il doit pouvoir normalement physiquement tenir des 4 au moins, des 5 à voir, on verra Mm. justement. Mais j'attends de voir vraiment dans un meilleur contexte que là la pré-saison. En plus, il jouait beaucoup avec le banc, donc c'est pas. Oui, il faut voir contre des vrais joueurs NBA Ouais, et pas des short c'est ça. stringers comme Là, on se base sur on des peut. petites choses. Donc, on est encore au stade où toi tu n'y crois pas et moi j'y crois un tout petit peu plus. Oui, bah écoute, c'est parfait vivre, hein, on va Scénario dire. parfait, c'est quand même Non, moi qu'il je devient un joueur de rotation et qu'on est content de l'avoir en rotation. On va dire ça, un c'est joueur bien. NBA. Ouais, ouais. Un joueur NBA, voilà. Ouais, mais Peut-être ce serait déjà bien de pour la lui. G-League pour lui cette année ou plus? Non, je pense qu'il y en aura. Comme Ok. Casanova, je pense que. Ou alors il explose tout de suite, il devient un joueur NBA au bout de 10 matchs, par exemple, avant que la G-League reprenne et il sort plus de la rotation, dans ce cas-là. Hmm. Mais si le début est un peu compliqué, Ça je peut aller pense qu'il va vite. faire de Ouais, la G-League. Ouais. ça peut aller vite. Ok. Ben, parlons de Jalen Williams maintenant, justement. Je vais te laisser commencer parce que je sais que t'étais plutôt bas sur lui ces derniers temps. Donc je vais te laisser commencer. Ouais, j'ai mis deux trucs pour Jane Williams, c'est être plus efficace près du cercle. Et limite, ça compte pas. Mon premier point, C'est le tir. c'est alors le tir, oui, bien sûr, mais déjà, bon, il était à 61% de réussite près du cercle. Chez les Bigs, c'est dans le 15e centile, hein, c'est-à-dire que 85% des pivots étaient plus efficaces près du cercle que lui. Mais c'est, alors d'une part le tir, deuxièmement la défense. Mais j'avais pas noté le tir parce que pour moi c'était tellement évident. C'est-à-dire que Jalen Williams, s'il n'est pas à 42% à 3 points, tu peux plus le mettre sur un parquet NBA. Parce qu'un joueur qui met pas de tir à 3 points et qui défend pas, un intérieur en plus, ça marche pas. Ça marche pas. Donc moi, il ne va survivre que de par sa réussite extérieure. Si jamais il est plus efficace à l'intérieur, potentiellement ça peut lui accorder un surplus de temps de jeu, ou en tout cas ça peut lui accorder un sursis. Mais pour moi, ouais, c'est la viabilité de Jalen Williams sur le parquet réside dans sa capacité à sanctionner de loin. Donc Hmm. ouais, moi c'est vraiment tout sera basé sur le tir pour lui. Moi, pour moi, je vais quand même pas mal regarder si bah, justement il peut finir près du cercle sur pick and roll. Tu vois,
que maintenant qu'il a Misic notamment à côté de lui, on l'a vu qu'avec Sarr ça pouvait très bien marcher. Il faut que lui aussi soit capable d'aller au CR, d'aller dunker, d'aller finir l'action comme il faut, voilà, de mettre le N1 s'il faut, enfin tu vois, d'aller vraiment finir ces actions là où l'année dernière ça lui était pas du tout demandé, c'est tout le temps large. J'aimerais que cette année il montre qu'il est capable de finir près du cercle et qu'il augmente justement ce pourcentage là que tu as mentionné. Je suis moins bas que toi sur lui défensivement, je sais que c'est dur, voilà, mais mine de rien, l'année dernière, ça a tenu la route en fait. Donc il y a un moment où tu vois, tu dis il peut pas être sur un parquet NBA, on a joué le play-in avec lui, on a gagné un match de play-in avec lui, il a pas été mauvais en soi. Ouais, mais il mettait dedans. Oui, mais défensivement, Il et n'y avait pas d'alternative surtout. ça a tenu quand même. T'as toujours des alternatives. T'avais Saric, t'avais ce qui tu veux, hein, t'as toujours des alternatives. Bon, l'an dernier, alternative. Bon, défensivement, c'était pas bien mieux Saric que Oui, Jalen, mais tu pouvais jouer small pour moi, ball, t'avais tu pas tant que ça. pouvais... Là, cette année, bon, encore, jouer small ball, ça voulait dire que tu mettais J-Dub en 5. Enfin, en tout cas, on peut s'accorder T'as sur le plus... fait que tu as plus Ça d'alternatives c'est cette sûr, année que ce que tu ça je suis d'accord. avais l'an dernier. Donc là, Donc, s'il est pas bon, voilà. Et pour moi, ouais. s'il est pas bon, tu mets Sarr dans la rotation à sa place? Non, je passe petit. Kenrich. Ok. Donc, Moi, je tente du Kenrich en small ball. Dieng, potentiellement, s'il peut être bon. Je pense que le futur d'OKC, entre guillemets, défensivement, si Jalen venait à pas être bon, c'est de passer petit et de refaire la même chose que l'an dernier, mais avec ok. Chet qui prend 30 minutes. Ouais, je pense qu'il aura quand même des minutes, c'est qu'il sera Voilà. là presque tous les soirs, hein, mais je suis moins bas que toi. J'attends de voir vraiment ce que ça donne. Et j'attends de voir aussi si on l'utilise en 5 en 4 Chet aussi, si on le fait vraiment. Parce que ça, on l'a très peu vu au final sur la pré-saison. On l'a fait un peu avec Sarr, mais très peu avec Jelly. Donc ça, j'attends de voir si on le fait vraiment, des choses Mm. qu'on nous prévoyait ou pas. Euh, Parce que Sarr était le 5 et Chet était le 4. oui, Ce qui est pas le cas si tu mets Jalen. bah, tu peux faire jouer 5 pareil, hein, ça dépend juste du rôle que tu donnes. Il jouait 5 l'année dernière, hein, tu peux faire la même chose. Oui, mais c'est quand même la complémentarité. Du coup, tu mets Chet un peu plus au large. Enfin, ça tombe plus sous le sens d'avoir Sarr Chet que d'avoir Chet Jalen pour moi. Mais bon, après, C'est je des vais pas non détails. plus taper gratuitement sur Jalen. Mais dans tous les cas, je préfère Chet en 5. Hein, donc, Oui. Mais ouais, j'attends de voir effectivement son mm. swing skill, ça sera s'il met dedans, hein. S'il met dedans, ça reste un joueur qui jouera. S'il met pas dedans, on va commencer de se poser plus de questions, on va aller plus dans les détails et voir que c'est peut-être plus compliqué. Mais ouais, j'y crois quand même plus que toi à tout ça, à Jeline. J'ai du mal à le dire, à le sortir complètement de la rotation, à abandonner le projet, alors que l'année dernière, il avait gagné sa place en fait. Il avait très mal commencé, mais il avait gagné sa place et progressé au fil de la saison. Je pense que lui aussi peut progresser. C'est pas un joueur vieux, c'est pas un joueur qui a beaucoup d'expérience, c'est un second tour, voilà, ça peut vite arriver et ça peut vite progresser aussi. Même si on l'a pas entrevu là, que ce soit non, mais... il a provoqué des passages en force d'ailleurs sur la pré-saison. Ouais. Non, c'est une vraie question, j'en ai pas souvenir, alors que c'est assez rare. En même Tu temps, il vois. a pas joué tant que ça sur la Il a pré-saison. pas Hein. beaucoup joué, c'est peut-être un indice sur la suite hein, d'ailleurs. Mais il s'est blessé. Hein. Oui, Déjà, déjà il il commence commence à la se saison blesser, blessé. déjà oui, première Donc, chose. il va falloir aborder un autre modèle de backup Ouais, 5. Hein. déjà première chose, il commence à se blesser. Donc, il va falloir partir avec autre chose. Ouais, donc je pense que toi, t'y crois pas trop, t'en es plutôt sur la catastrophe avec toi, donc l'adresse qui n'est plus là et que du coup ça devient difficile de le faire jouer. Moi, je suis plutôt dans le milieu, si je résume. On arrive à la fin, Aaron Wiggins, le dernier joueur dont on va aborder le cas. Moi, honnêtement, les attentes, c'est qu'enfin on le fasse jouer tous les soirs et qu'il devienne enfin un vrai joueur de rotation, parce que même là, en pré-saison, je le trouve vraiment bon, en fait. À chaque fois, il trouve le moyen de se mettre en valeur, que ce soit avec un tir, un drive qui va bien, une bonne défense et tout. Et pour moi, l'attente, c'est ce qu'on doit voir. Est-ce que ça devient vraiment un joueur de la rotation ou pas, quoi? Ouais, moi j'ai pas. Enfin, très clairement, les attentes que j'ai mis pour Aaron Wiggins, c'est la même chose que l'an dernier. C'est-à-dire que c'est très difficile d'avoir des attentes pour Aaron Wiggins parce que il fait tout plutôt bien. Alors, il fait pas tout excellemment bien, mais il fait tout plutôt bien. Donc, oui, on va voir ce qu'il va être capable de proposer. On va voir son temps de jeu. Est-ce que tu le verras beaucoup plus dans le temps de jeu avec le plus grand nombre d'ailiers, notamment Ousmane Dieng, et même potentiellement, si tu veux passer plus petit avec du Cason Wallace ou avec du Misic, on va voir ce qui va être son temps de jeu. Moi, les attentes, je pense qu'il sera utilisé comme un joker. Hein. Je pense qu'il sera là sur certains matchs. Je ne le vois pas avoir un temps de jeu régulier sur tous les matchs, mais dès qu'il va être lancé sur parquet par Mark Greenlaw, montrer de belles choses et être capable de faire ce qu'il a fait l'an dernier. Rien d'exceptionnel, mais suffisamment intéressant pour que ce soit un bon joueur. Mais en vrai, on sait ce qu'il va nous apporter, j'ai l'impression. On n'a plus trop de doutes. Bon, il peut baisser en pourcentage extérieur, hein, mais sur le reste, c'est maintenant.
Quand il drive, t'es serein, sur ses petits tirs et autres, c'est plutôt bien. Défensivement, tu sais qu'il est plutôt bon. Mais pour moi, vraiment, il y a un monde où il devrait avoir sa chance d'être un vrai membre de la rotation, parce qu'en fait, dès qu'il joue, il est bon. En fait, je comprends pas, il devrait être là tous les soirs. Et Hmm. tu vois, un Dieng aura peut-être plus de chances que lui, alors que c'est pas forcément mérité. Bon, il y a une question d'âge et de développement, mais à un moment, pour moi, il y a le Hmm. scénario où ça devient ton 9ème, 10ème, il rentre à l'aile tous les soirs, quoi. Surtout là, Kenrich est blessé, il doit jouer pour C'est moi, po- tu vois. c'est possible, c'est possible, hein. Moi, je n'exclus pas cette éventualité-là. Je pense qu'il va jouer avec la blessure de Kenrich, le temps qu'il revienne, mais il y a effectivement des notions, comme tu l'as dit, de développement et de prioriser Hmm. certains profils par rapport au profil d'un Wiggins qui est déjà un joueur fini, je pense. Ouais, qui est peut-être trouvable aussi plus facilement. Je sais pas, tu vois ce que je veux dire. Un Dieng, s'il se développe vraiment bien, c'est Oui, un. mais on l'a souvent dit qu'il était Ouais, remplaçable. ouais. Tu vois, un Dieng, s'il se développe vraiment bien, c'est un joueur que tu trouves rarement, alors qu'un Wiggins, tu peux en avoir un peu plus. Mais effectivement, on nous le dit dans le chat, il mérite plus que beaucoup d'autres, hein, que plein de joueurs. C'est pour ça que moi je comprenais pas quand on parlait de le couper et que je te disais, bah, la semaine dernière, je sais plus quand, j'ai dit, mais il y a au moins 8 joueurs de moins bons que lui dans le roster. Je pense que ça se tient tout. Enfin, il y en a plus 8 maintenant, mais ça se tenait à l'époque, quoi. Euh, mais ouais, je sais pas, on a Ouais. une utilisation bizarre avec lui. Peut-être qu'il pourrait être l'objet d'un trade, hein. Et bon, il a un contrat assez faible, mais il y a des équipes qui seraient, je suis sûr, très intéressées de l'avoir en sortie de banc à l'aile, hein. Bon, je sais pas ça. Je pense qu'il faut Tu pas penses non qu'on se plus surcote surévaluer maintenant, nous? la Ouais, valeur de peut-être, certains joueurs. peut-être qu'on est dans Ouais. notre prisme. Dans notre prisme. Ok, on va arrêter là. On a fait déjà 12 joueurs, je crois. Il y en a qu'on n'a pas abordé. Peut-être que certains seront coupés. On n'a pas abordé Treman, pas abordé Poku, pas Davis Bertans. C'est pas Jack White qu'on considère qui est. Bertens bombardé de Voilà, loin. Ah, mettre merci. dedans. Voilà, c'est à peu près ça. Mais dans tous les cas, on a pu vous livrer un petit peu nos attentes, notre preview pour chacun des joueurs du roster. N'hésitez pas à réagir vous aussi partout sur Twitter, en commentaire, sur YouTube, voilà, partout où vous pouvez. N'hésitez pas à donner vous aussi votre avis sur ces joueurs-là. Le chat était plutôt calme aujourd'hui, c'était plutôt calme. On n'était pas, je sens que ça va augmenter petit à petit. Là, la communauté va reprendre petit à petit les lives. Là, il revient, ça va augmenter. Mais d'ici là, n'hésitez pas à vous abonner partout, toutes les plateformes d'écoute. Twitter, X, Instagram, YouTube, c'est important pour nous. Twitch, bien entendu, n'hésitez pas. On est bientôt à 500 abonnés, ce serait bien qu'on passe rapidement la barre des 500 pendant la saison, ce serait cool. Et puis voilà, on se retrouve très vite déjà pour le premier match de la saison enfin, et pour de nouveaux épisodes où on débriefera ce qu'on a vu sur ces premiers matchs. On verra quel format ça prend. Mais profitez bien de vos premières nuits NBA en tout cas. J'espère que vous êtes en forme, j'espère que vous êtes aussi hype que nous. Et puis voilà, salut à tous.